Bon, on est plus de 50 participants, donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Luc Mouton et je suis le président du Collège des enseignants de médecine interne, avec le Collège des enseignants d'immunologie présidé par Jean-Daniel Lelièvre et avec l'Amicale des jeunes internistes. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans ce webinaire de promotion du DES de médecine interne et immunologie clinique. Et avant de commencer, je tiens à remercier donc le professeur Fleur Cohen-Aubard, qui est donc interniste à la Pitié-Salpêtrière, et nos trois membres de l'amicale des jeunes internistes, que sont Lucille Grange, Laurie Sazoyan et Kevin Chevalier, pour leur aide dans la préparation et la mise en place de ce webinaire. L'idée n'est pas je dirais, de monopoliser la parole, mais de faire des exposés très courts, si possible percutants, et de privilégier la discussion, puisque l'objectif est que nos jeunes, nos futurs internistes, ceux qui sortent de l'ECN et qui se posent encore des questions sur la spécialité qu'ils vont choisir, eh bien, puissent poser toutes les questions qu'ils ont à nous poser. Peut-être qu'au fur et à mesure des échanges, eh bien, un certain nombre voilà, des internistes, membres du Collège des enseignants, coordonnateurs ou chefs de service dans les différentes villes de France, souhaiteront prendre la parole, de la même manière que certains membres de l'Amicale des jeunes internistes. Et ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est éventuellement, puisqu'on est une soixantaine de personnes connectées, c'est de commencer. Euh, donc, je partage mon diaporama. Euh, J'espère que vous voyez mes diapositives. Et donc, je vais rapidement vous faire part du programme de ce webinaire, partager avec vous finalement la structure de la maquette du DES de médecine interne et immunologie clinique, d'emblée permettre à un certain nombre d'entre vous de donner leur perception de ce qu'est aujourd'hui le DES de médecine interne et immunologie clinique, avec une représentation nationale large à la fois de la médecine interne et de l'immunologie clinique. De faire état en une diapositive finalement des enseignements proposés. Et bien sûr, l'idée, c'est de susciter des questions. Nos jeunes amis de l'Amicale des jeunes internistes vous feront un topo rapide, mais sur tout ce qu'ils font, et vont vous inciter à les rejoindre. Et puis, nous parlerons des débouchés de la médecine interne et surtout, nous allons privilégier un temps de discussion. Alors, sans plus attendre, la médecine interne, c'est une spécialité qui est à l'interface entre, d'une part, finalement, la médecine de soins primaires, la médecine générale, et puis un certain nombre de spécialités médicales ou de surspécialités, parmi lesquelles j'ai individualisé la psychiatrie, mais qui est bien sûr une spécialité médicale, et spécialité qui est également à l'interface entre finalement une prise en charge d'un patient tout venant, éventuellement polypathologique, de façon non programmée en aval d'urgence, et puis finalement la prise en charge de malades atteints de maladies systémiques, auto-immunes, inflammatoires, maladies rares, maladies orphelines, qualifiées autrefois par Fred Sillet de maladies vedettes. Et finalement, eh bien, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile et qui nous amène dans un contexte voilà, d'aller du rare au fréquent et du facile au difficile, eh bien, à avoir une certaine polyvalence et à être capable eh bien, voilà, de faire quelquefois des diagnostics difficiles tout en ayant facilité à faire finalement des diagnostics plus faciles et à aider à la prise en charge des patients atteints de pathologies fréquentes au quotidien. La maquette du DES de médecine interne, c'est une maquette en 5 ans qui comporte donc 10 semestres, une phase socle qui est composée de 2 semestres,
un semestre de médecine interne et immunologie clinique et un semestre en maladies infectieuses et tropicales, ce qui m'amène à dire que le DES de médecine interne fait partie d'un co-DES avec le DES de maladies infectieuses et tropicales qui est un DES en 4 ans, en 5 ans, et le DES d'allergologie qui est un DES en 4 ans. Et donc la phase socle, la première année est commune avec ces 2 stages pour la médecine interne et l'ensemble des enseignements qui sont communs à ces 3 DES. Et puis, après donc avoir rempli le contrat de formation, on passe en phase d'approfondissement et eh bien, c'est un semestre de médecine interne et immunologie clinique, un semestre de réanimation médicale et puis 4 semestres libres qui vont permettre de valider la phase d'approfondissement à la fin de laquelle l'étudiant doit avoir soutenu sa thèse. Et l'étudiant va ensuite rentrer en phase de consolidation où il y a 2 semestres de médecine interne et immunologie clinique pour être en fait docteur junior et avoir un rôle un peu différent de celui d'interne et permettre l'acquisition progressive de l'autonomie. Ce DES donc, donne la possibilité de s'inscrire à un certain nombre de formations spécialisées transversales. Comme c'est un DES en 5 ans, cela ne rajoute pas de durée au DES. Je vous laisse lire ces formations spécialisées transversales. Et donc, si vous vous inscrivez à une formation spécialisée transversale, c'est à la fin de la 2e, de la 3e ou de la 4e année. Vous avez 2 candidatures possibles par an, 2 années successives. Et donc, c'est le coordonnateur qui classe les demandes pour chaque FST, qui les transmet au pilote de la FST, qui classe ensuite les candidatures pour chaque ville, chaque région. Et il faut faire au moins 2 stages universitaires et au moins 2 stages non universitaires dans notre spécialité. Vous pouvez trouver ces maquettes sur le site de la CNCEM, cncem.org, et vous avez toutes les maquettes pour ceux qui se posent encore des questions. Alors, de façon importante, la médecine interne, c'est une maquette qui ouvre à un certain nombre de possibilités. L'idée, c'est qu'on peut penser un peu en dehors des cases et on peut voilà, faire une EFST, faire un stage hors filière, et j'ai donné quelques exemples avec l'accord du coordonnateur. Bien sûr, faire un stage interchu, on peut privilégier également l'outre-mer. Un stage à l'étranger est possible et donc il ne faut pas se restreindre. Et sans plus attendre, je propose qu'on puisse entamer la table ronde pour que chacun des acteurs donne sa vision. Et ce que je propose, c'est que on puisse voilà, donner la parole à, voilà, pour commencer, un coordonnateur, une coordonnatrice, et puis ensuite un chef de service, bref, selon l'ordre proposé, en sachant que on va faire attention à ce qu'il y ait des représentants de la médecine interne, mais également, bien entendu, de l'immunologie clinique. Donc, ce que je propose, c'est de laisser cette diapositive comme cela. Ne pas hésiter à poser des questions d'emblée dans le chat, comme vous l'a écrit Kevin Chevalier. Et puis, je vais peut-être interrompre un tout petit peu le diaporama, le partage, pour favoriser les échanges. On est déjà 75 participants, ce qui est très très bien, et aider les collègues à apparaître à la caméra pour ceux qui vont intervenir. Peut-être à ce stade, nos collègues immunologistes, Jean-Daniel, si tu veux juste peut-être dire un mot, et puis Oui, mais merci beaucoup, Luc. Donc, moi, je suis Jean-Daniel Lelièvre, je suis immunologiste, interniste de formation et ensuite immunologiste, président du Collège national d'immunologie, le CNI. Alors, l'immunologie est un petit peu particulière comme discipline universitaire parce que c'est une discipline mixte qui va associer des biologistes et des cliniciens. Comme vous l'a dit Luc, l'immunologie clinique est associée à la médecine interne. Le nombre de médecins qui font partie du CNU d'immunologie clinique est évidemment beaucoup moins important que pour la médecine interne. C'est une balance, je dirais, plus universitaire
de la médecine interne, qui partagent les mêmes valences hospitalières, c'est-à-dire que les immunologistes cliniciens sont des disciplines qui proviennent des praticiens qui proviennent de différentes disciplines d'organes, beaucoup de médecine interne comme moi, mais également des néphrologues, des rhumatologues, des hématologues, des dermatologues. Et notre pratique est évidemment beaucoup plus dans le cadre d'une activité de CHU qu'une partie plus polyvalente de la médecine interne telle que présentée par Luc. Mais nous avons en commun évidemment un grand nombre de fonctions et d'activités. Alors, parmi les coordonnateurs, certains s'étaient manifestés à moi pour intervenir. J'avais pensé à Pascal Sèvres, qui s'est le premier manifesté et qui est donc interniste à Lyon et coordonnateur du DES de médecine interne. Donc, si Pascal, tu souhaites prendre la parole. Oui, merci Luc. Alors, je reprends vous donner ma définition de la médecine interne ou mon vécu au quotidien de cet exercice et reprendre des éléments que tu as déjà cités. Effectivement, notre discipline, elle est à la fois sur un mode d'une activité de proximité avec la médecine polyvalente, la polypathologie, des patients qui proviennent le plus souvent des urgences. Et puis, l'autre versant de notre activité, c'est une activité de recours sur des pathologies plus rares, dites systémiques, maladies auto-immunes ou autres, avec parfois des spécialisations sur certaines pathologies hématologiques, ophtalmologiques, etc. Et je dirais, quel est le trait d'union pour ce grand écart que tu as montré? Ben, le trait d'union, c'est notre formation, donc avec ces différents stages qui permettent d'apprendre différentes spécialités avec au total et à la fin une vision globale du patient, une polyvalence. Alors c'est bien entendu difficile, mais c'est également toute la richesse et l'intérêt de notre exercice, de sa variété, à la fois donc en salle, en consultation, et en fait on n'arrête pas de jongler. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la visite en salle sur des patients qui proviennent des urgences, et ben parfois on fait des diagnostics de maladies rares. Et à l'inverse, lorsqu'on prend en charge nos patients ayant une maladie systémique en consultation, et ben on arrive à gérer leur hypertension, des phénomènes, des pathologies plus fréquentes. Et je pense que c'est vraiment la richesse de notre exercice. Merci Pascal. Je crois que c'est important qu'on fasse un peu un tour de France aussi pour présenter les collègues et pour représenter les chefs de service. J'avais pensé à Mohamed Hamidou, qui a une double casquette puisque c'est l'actuel président de la Société nationale française de médecine interne. Je ne sais pas si Mohamed, tu es connecté dans des conditions où tu peux prendre la parole, mais si tu pouvais le faire, ce serait très bien pour nous tous. Merci Luc. Oui, effectivement, je suis connecté. Merci Luc de ton invitation. Mais je crois que moi, je parle en tant que président de la CNFMI, mais je parle en tant que médecin interniste. Je parle d'autant plus, je ne suis pas le plus habilité à parler de la médecine interne dans la mesure où je suis au crépuscule de ma vie professionnelle. Par contre, je voudrais dire que si c'était à refaire, c'est-à-dire que si j'avais 40 années de moins, vraiment sans aucun regret, je referais exactement le même cursus. Quand on passe en néphrologie, quand on passe en rhumatologie, quand on passe en hématologie et quand on passe dans des services de médecine polyvalente et qu'on se dit, eh ben, tout ça, j'aurais voulu le faire, eh ben, à 65 ans, je referai la même chose. Et je trouve le mot qui nous caractérise le mieux, c'est vraiment la plasticité. Je trouve on est une communauté
une communauté, je crois que le terme est important, qui s'intéresse à tout, qui est capable de se passionner pour la fibrillation auriculaire, qui est capable de se passionner pour les maladies auto-inflammatoires génétiques ou acquises. On est intéressé par tout. Et à 65 ans, j'ai autant de plaisir à écouter un topo sur les AVC ischémiques que de m'intéresser au lupus ou au vascularites. Donc je crois que vraiment, et puis dans ma pratique, je passe en majorité du temps pour soigner des personnes âgées qui ont des problèmes communs, c'est-à-dire d'AVC, de pneumopathie et autres, et je passe dans une chambre qui ne représente pas la majorité de nos services, où je soigne une jeune patiente qui a une maladie grave. Et tout ça fait que de la jeune patiente qui a une maladie grave à la personne âgée qui a la polypathologie qui semble commune, je suis intéressé par tous les aspects de système. Et systémique veut principalement dire la principale maladie systémique, c'est le diabète et l'hypertension et l'athérosclérose. Ce n'est pas le lupus ou les vascularites. Donc je reste à 65 ans aussi passionné qu'à 25 ans et je trouve qu'on apprend, et il y en a pour tout le monde. Il y a de la gériatrie aiguë, il y a de la génétique, il y a de la recherche, mais il y a ce côté un peu intéressé partout, qui regardera la peau, qui regardera les ongles, et qui regardera le dossier dans son ensemble. Donc voilà, moi, c'est plus un témoignage, non pas de président d'une société, mais c'est plus un témoignage de vieux PH qui dirait, si c'était à refaire, je referais la même chose. Merci Mohamed. Pour continuer un tour de France, et voilà, je fais un petit peu une dérogation au programme, mais Gilles Kaplanski est connecté. Gilles exerce la médecine interne. Il est aussi professeur d'immunologie et c'est un immunologiste clinicien de renom. Et je pensais, si Gilles était connecté de façon à pouvoir intervenir, que ce serait bien que Gilles Kaplanski nous donne également un peu la définition et sa vision de notre spécialité. Gilles, si tu peux prendre la parole. Oui, je ne sais pas si ça marche, la caméra. Ça marche très bien. Bon. Écoute, merci Luc, c'est un peu inattendu, mais merci beaucoup de me donner la parole. Effectivement, moi j'ai les deux formations comme Jean-Daniel et je pense que c'est une grande richesse. C'est-à-dire que je pense que la médecine interne, c'est vraiment une spécialité très polyvalente, très plastique, comme l'a dit Mohamed. Et en même temps, l'immuno, c'est quelque chose qui est maintenant transversal à beaucoup de spécialités. Et donc, je pense que le fait d'avoir ces deux casquettes nous donne une forte richesse sur le plan clinique, sur le plan pratique de la clinique, et en même temps nous donne sur la part immunologique une ouverture vers la nouveauté, vers le passage de la recherche à la clinique et de la clinique à la recherche. Chaque fois, c'est des va-et-vient qui sont intéressants. Et donc, je pense que pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont tentés par des carrières notamment universitaires, mais pas uniquement, je pense que la combinaison des deux spécialités, c'est vraiment une richesse. Et personnellement, comme Mohamed, je ne pense pas que j'aurais pu faire l'un sans l'autre. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore tout à fait au crépuscule, mais j'en approche, moi aussi. Je pense que je ferai exactement la même chose parce que c'est un accomplissement et un bonheur de tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Alors, après, donc, c'est un praticien hospitalier, chef de service en centre hospitalier, et j'avais pensé à Isabelle Delacroix. Isabelle Delacroix, qui est membre du comité pédagogique en Île-de-France et qui, elle, est donc au CHIC, au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Et Isabelle, je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots et nous dire ta vision de cette spécialité qu'est la nôtre. Bonjour Luc, merci, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Voilà, moi j'exerce effectivement en tant que chef de service dans un hôpital non universitaire et en fait je trouve que notre spécialité a cette richesse d'assurer à la fois l'aval des urgences qui nous permet quand même d'être des collègues très respectés dans notre établissement parce qu'on rend quand même un grand service à notre population et en même temps en consultation d'avoir une activité un petit peu plus pointue on va dire puisqu'on nous adresse quand même beaucoup de pathologies plutôt systémiques en consultation, donc un exercice qui est très riche et qui est très diversifié et qui est très gratifiant.
Merci beaucoup, Isabelle. Donc, pour que les jeunes se rassurent, vous n'entendrez pas que des personnes qui sont dans la deuxième partie de leur exercice professionnel. Et donc maintenant, la parole est aux jeunes et je pense que Kevin, Lucille et Loris ont organisé un peu les choses pour que des jeunes puissent vous donner la perception du DES dans lequel ils sont actuellement inscrits. Je crois que Raphaël est connecté. Raphaël Lee, si je ne dis pas de bêtises. Raphaël, tu peux peut-être nous dire un mot, toi qui es un jeune parmi les jeunes. Je ne sais pas si vous m'entendez là. On t'entend très bien. Du coup, bonjour à tous. Je parle depuis mon stage. Pour parler de la médecine interne, alors j'ai fait des allers-retours avec mes patients aussi. Du coup, je ne sais pas s'il y a des choses qui m'ont été dites que je vais redire. Mais de mon côté, personnellement, j'avais fait la médecine interne dans le but de faire de la médecine polyvalente principalement après. Pour ne pas redire un peu les choses qui ont déjà été évoquées, pour vous parler un peu du quotidien d'un interne de phase socle, donc en première année d'internat dans un service de médecine interne. En ce moment, voilà, moi je prends en charge 7 lits, 6 malades. Il est à peu près 18 heures, j'ai pu finir de cadrer tous mes dossiers, mais j'ai fait le point avec mes chefs. J'ai une de mes co-internes qui part au concert de Coldplay, du coup, elle m'a refilé des informations sur ses patients, et du coup, je reste dans le service jusqu'à peu près 19 heures pour être là si jamais il y a des soucis. Mais voilà, le quotidien d'un interne en médecine interne, ça peut être ça aussi. Les pathologies qu'on prend en charge sont très variées. En ce moment, je prends en charge des patients qui ont un cancer digestif en récidive, des drépanocytoses, des pathologies neuro et cardio également. Je suis avec des co-internes de médecine d'urgence, de cardio et d'allergo. On fait beaucoup d'échographies en salle, notamment avec l'interne de cardio et les cardio qui passent pour faire les avis le mardi. On fait des échographies vasculaires, donc pas mal d'examens sur lesquels on est formé là-dessus. Donc voilà, les chefs sont quand même tous très sympas. Que dire d'autre? C'est un stage qui se passe très très bien de mon côté, et ce qui me renforce encore plus dans mon choix de spécialité. Donc j'espère que si vous choisissez la médecine interne et que votre début d'internat se passera aussi bien que ça se passe pour moi. Merci Raphaël. On aura l'occasion de poser des questions dans le chat et de faire éventuellement réintervenir les différentes prises de parole, les collègues qui sont déjà intervenus ou les étudiants qui sont déjà intervenus. Je laisse Kevin continuer à distribuer la parole chez les étudiants. Merci beaucoup. Chloé, est-ce que tu veux rajouter un petit mot, toi aussi, qui est une jeune parmi les jeunes et au plus proche de nos néo-internes? Moi, j'ai déjà pas mal discuté. Vous m'entendez? Ouais, j'ai déjà pas mal discuté. On a pas mal d'étudiants qui ont l'air motivés pour choisir notre spécialité, donc j'espère que ça va continuer. Franchement, moi, je m'éclate, hein, j'ai pas d'autres mots. Je vois des choses très variées, que ce soit mon stage d'infectiologie ou le stage que je fais en ce moment en médecine interne. On fait beaucoup de post-urgence, mais donc on voit beaucoup d'infections, beaucoup de gériatrie, de l'onco, de l'endoc, de tout. On voit aussi de l'immunologie. En infection, on voit aussi de l'immunologie, donc c'est vraiment très varié. Après, je parle pour Paris, mais je pense que globalement, pour les phases socles, on est quand même très bien accompagné sur la plupart des stages. On est bien seniorisé, on a le temps de prendre nos marques. Donc, c'est vraiment chouette. Et puis, on a un réseau de cours internes. On fait des cours tous ensemble, on se rencontre maintenant que le Covid est un peu derrière nous. Donc, vraiment, je pense que c'est une spécialité où on peut tous trouver notre compte si on aime un peu ce qui est polyvalent. Et c'est vraiment très intéressant. Merci Chloé. Merci beaucoup Chloé. Je vais du coup prendre la parole pour être dans les moyens jeunes des jeunes, et je laisserai la parole à Lucille qui est la moins jeune des jeunes. Donc moi j'ai validé 6 semestres de médecine interne et je suis actuellement en master 2 de recherche pour situer un peu mon âge comme interne. Si je devais parler de la médecine interne, je vais redire ce qui s'est déjà dit, mais
L'intérêt de la spécialité, elle est vraiment au croisement entre prendre en charge des patients qui ont des pathologies fréquentes mais différentes, mais aussi prendre en charge des patients qui ont une maladie rare pour lesquelles on a une expertise. Ce que j'aime beaucoup dans la médecine interne, et ce qu'ont un peu dit mes collègues, c'est que si je prends en charge 10 patients différents, ben c'est bien 10 patients différents, avec 10 pathologies différentes, avec 10 histoires différentes, avec 10 réflexions différentes à avoir, et avec des prises en charge très personnalisées. Le mot, pour moi, qui qualifie plus la médecine interne, c'est le mot curiosité. C'est-à-dire que vous allez toujours apprendre, dans tout, partout, dans toutes les disciplines de la médecine, même de la chirurgie, de la psychiatrie, de la santé publique. Toute la médecine s'offre à vous en médecine interne et vous allez voir des choses très différentes. À côté de ça, vous allez avoir ce côté médecine d'expertise, on va dire, avec des maladies rares, des maladies immunologiques, des maladies pour lesquelles la réflexion est intéressante, mêlant clinique, physiopathologie, biologie, radiologie, immunologie, génétique, anatomopathologie. Bref, dans ces maladies rares, on retrouve aussi tous les aspects de la médecine. C'est aussi une médecine d'équipe où on travaille beaucoup en équipe, aussi bien entre internistes, immunologues et surtout avec d'autres spécialités. C'est vraiment, comme l'a dit M. Mouton, une spécialité au croisement des spécialités médicales, où vous allez interagir avec beaucoup de gens et apprendre de beaucoup de personnes. C'est vraiment une spécialité où on ne s'ennuie jamais et je ne vois pas comment on pourrait s'ennuyer tellement les choses sont changeantes tous les jours et différentes tous les jours. C'est donc une spécialité qui est à la fois intéressante, tout en apportant un challenge au quotidien. Merci. Lucille, je te laisse compléter. Merci Kevin. Bon, il y a déjà Lucille, beaucoup de choses, Lucille la vieille. Ouais, je sais pas. Bonjour à tous, vous m'entendez bien, c'est tout bon. Du coup, je suis Lucille, je suis interne provinciale, je viens de Saint-Étienne, je suis en année recherche actuellement, je suis entre mon 8e et mon 9e semestre. Et du coup, j'ai fait une FST, j'ai fait la FST de pharmacothérapeutique. Donc, si vous avez un peu des questions sur la FST, sur les FST et celle-ci en particulier, je peux y répondre aussi. Et puis, du coup, je suis en année recherche et je fais un master d'immuno. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait mon choix ECN, je savais pas trop quoi faire. Ça a été un peu du dernier moment. Puis je me suis dit finalement, j'aime bien tout. J'aimais beaucoup la médecine interne. Et voilà, et je regrette pas du tout mon choix. Tout d'abord parce que c'est hyper divers. On a une formation qui est très, très belle parce qu'elle est très diverse déjà, très complète. Ce qui permet aussi de rencontrer beaucoup de gens dans plein de spécialités différentes, d'avoir aussi un réseau, de pouvoir, quand on en a besoin après, demander des avis, etc. Ce qui amène quand même beaucoup de confort pendant l'internat. Donc c'est assez libre. Moi, j'ai fait de la néphro, de l'hémato, la maladie inf, de la médecine intensive. J'ai pu faire aussi des stages recherche dans mes stages libres, etc. Donc, voilà, on peut faire un peu ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi orienter notre activité. Si on veut faire plus CHU, aller plus dans les pathologies rares. Si on veut faire plus de la médecine polyvalente, on a accès aussi à plein de services de médecine polyvalente qui sont très enrichissants. On peut partir en interchu, on peut partir aussi, on vous en parlera un petit peu, mais à l'étranger pendant notre cursus également. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, on s'entend bien. Tous, on a l'impression quand même que l'ambiance de médecine interne, le dernier congrès de médecine nous l'a prouvé avec un magnifique cours de jonglerie du professeur Mouton. Mais on a vraiment une ambiance très familiale, très joyeuse. Enfin, voilà, on se prend pas la tête. On est connu pour pas trop se prendre la tête et c'est le cas. Et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on s'amuse beaucoup et on fait pas mal de soirées entre jeunes, etc. Et donc vraiment l'ambiance, elle est très bien. Pour ce qui est ensuite du poste, on va en parler de poste DES, mais c'est vrai qu'on se rend compte au fil de notre cursus qu'on a une formation qui est très, très, très complète, beaucoup plus que les spécialités d'organes qui ont maintenant encore plus avec la réforme axé leur formation sur leur spécialité. Et donc, en fait, on est hyper polyvalent et ça, c'est vraiment très recherché à la fois par les CHU, mais aussi par les centres hospitaliers périphériques et aussi par de plus en plus les cliniques. On en rediscutera tout à l'heure. Et donc, finalement, ça ouvre beaucoup de champs pour la suite du DES.
le poste internat. Et ça, c'est plutôt rassurant pour ce qui est de quand on arrive en fin d'internat, que de se dire, ben ouais, tout le monde nous veut, quoi, en quelque sorte. Voilà, moi je viens de Saint-Étienne, il y a une super ambiance. Renseignez-vous bien, voilà, je répondrai aux questions, mais renseignez-vous bien aussi sur les périphes qui sont disponibles, etc. Quand vous choisissez votre ville, sur l'ambiance aussi générale. C'est important quand même de travailler dans la bonne humeur. Je pense que pratiquement, enfin, tous les services de médecine interne ont quand même beaucoup de qualité. Mais voilà, renseignez-vous bien aussi sur la ville dans laquelle vous voulez être. Est-ce que vous préférez une vie citadine ou un peu plus provinciale, ou entre la mer, la campagne, la montagne, voilà. N'hésitez pas à vous renseigner. On a donc le site internet, et puis pour la J, on va y revenir, mais on a les réseaux et on a la liste des référents aussi si vous voulez des renseignements pour les spécialités de ville. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucille. Est-ce que vous avez une recommandation pour qu'un juste plus interne nouveau chef de clinique puisse intervenir? J'ai un peu de mal dans la liste à être sûr de mon coup. Sinon, on peut attendre le temps que vous désigniez quelqu'un et puis on peut revenir sur la suite des présentations. Bon, je vous propose qu'on continue et je vais trouver la solution. En pratique, j'aurais souhaité que peut-être des collègues, ce n'était pas tout à fait prévu comme ça, mais Patrick Mercier, qui est à Bordeaux et qu'on a aperçu au tout début de ce webinaire, pourrait peut-être juste nous dire s'il veut compléter la perception qui a déjà été donnée par l'ensemble des intervenants, et peut-être aussi Grégory Pugnet de Toulouse, qu'on fasse comme ça une complétion du Tour de France. Bien, que tu me donnes la parole. Je te remercie pour cette réunion, je crois, est très intéressante et très bien pour motiver des jeunes collègues. Et c'est très bien, nous sommes nombreux, on est 88 là, et je trouve que c'est vraiment très... On ne t'entend pas, Patrick. Excuse-moi, j'avais rappuyé. Oui, bon. Non, je te remerciais d'abord. Je te remerciais de cette réunion parce que je pense que c'est très bien pour faire connaître la médecine interne. C'est que c'est toujours un peu difficile et je crois que c'est un bon moyen parce que les jeunes aiment bien et qu'ils utilisent ces outils informatiques et que communiquer de cette manière est une bonne idée. La médecine interne, on a tous à peu près la même définition. Je ne l'opposerai pas à la médecine d'organes. Hein. Je crois qu'on est les médecins qui s'occupent de tous les organes. Donc, c'est vraiment des spécialités des organes. Et puis, c'est vrai qu'on est à l'interface de plein de choses. Et que je crois que tout le monde peut y trouver un avenir et un mode de fonctionnement qui peut plaire à beaucoup de personnes. Alors, je crois que les jeunes sont toujours très, très intéressés par venir en stage de médecine interne. Ils sont souvent un peu réticents à s'inscrire en médecine interne parce qu'ils se disent que c'est passionnant, mais qu'en fait, ils ne savent pas trop quoi faire avec. Et vous verrez, je pense, dans les interventions qui vont venir, qu'il y a un avenir, oui, il y a un avenir, bien sûr, principalement à l'hôpital, mais un avenir qui maintenant, je crois que c'est Lucille qui l'a évoqué, et il y a des possibilités. Déjà à mon époque, moi, j'ai 60 ans, mais déjà, il y a une trentaine d'années, 25 ans, il y avait des possibilités très rares, mais d'installation dans le privé, dans des cliniques, et ça n'a fait que se développer. J'ai un chef de clinique, moi, qui est parti dans une clinique dans la périphérie de Bordeaux. J'en ai un deuxième actuellement qui va partir en novembre et qui va s'installer sur la rive droite à Bordeaux. Certains restent à l'hôpital, en périphérie, d'autres restent au CHU, et je crois que tout le monde arrive. Selon national, je crois que Luc ou Fleur en parleront beaucoup mieux que moi, ou Mohamed Hamidou, mais on a sur l'ensemble de la France, hein, que ce soit la métropole ou les DOM-TOM, des possibilités qui dépassent le nombre d'inscrits en médecine interne. Après, c'est un problème de mutation. Voilà, donc ce que je voulais dire un petit peu, nous à Bordeaux, on a une grosse polarité médecine interne puisqu'il y a 3 services importants de médecine interne.
avec un nombre d'internes de médecine interne qui n'est pas très important, qui est 5 par an. Mais effectivement, on a une grosse activité. On vient en soutien, comme tout le monde l'a dit, hein, des urgences. Et puis, notre orientation. Pour ceux qui... Il n'y a pas de... pas STI. Pour ceux qui voudraient avoir des informations plus précises sur Bordeaux, ils peuvent me contacter et je peux directement leur donner les adresses mail de Jean-François Edesti qui s'occupe de la coordination du DES de médecine interne à Bordeaux. Voilà, après, moi, je suis là pour répondre aux questions. Hein. Je suis venu surtout pour ça, pour aider Luc et Fleur pour animer s'il y avait besoin. Je ne pensais pas prendre la parole aujourd'hui, mais c'est vrai que je peux répondre aux questions plus spécifiques. Hein. On pourrait répondre à beaucoup de questions, mais je ne vais pas prendre du temps aujourd'hui pour parler de choses. Ok, merci beaucoup Patrick. Donc là, en fait, nos chefs de clinique sont en train de faire la CV, mais vont se connecter un petit peu plus tard. Donc ne vous en faites pas, ils interviendront après. Peut-être Grégory, si tu veux donner la tonalité toulousaine, et puis on va ensuite interroger, je dirais plus les présidents de collège et coordonnateurs de filières. Oh, mais merci beaucoup. Je pensais répondre à des questions moi aussi. Donc deuxième représentant après Patrick du Sud-Ouest. Donc, merci de m'avoir convié à cette réunion qui est une excellente initiative. Je me retrouve dans tout ce qui a été dit, et donc une spécialité à l'interface. Si je devais rajouter un mot clé aussi, c'est la clinique. C'est une spécialité qui est très clinique. Et on part de là pour construire son raisonnement, pour prendre en charge le malade simple avec une pathologie courante en aval des urgences ou juste après la médecine de premier recours, tout comme la pathologie compliquée, multi-organes, plus spécifique, mais on part du même constat et de la même évaluation clinique. Donc très polyvalent, c'est très diversifié. Et voilà, et moi je prends du plaisir tous les jours à changer de chambre et de spécialité et de pathologie, du simple au compliqué. On a parlé aussi d'immunologie et d'immunologie clinique. Et si je devais rajouter quelque chose d'autre, j'ai entendu qu'un certain nombre de nos internes sont en année recherche, en immunologie fondamentale. Ne pas oublier qu'il y a une forte activité de recherche clinique dans notre spécialité, avec une diversité de pathologies et de médicaments ou de recherches épidémiologiques qui ont aussi un attrait important et qui permettent d'augmenter nos connaissances sur les pathologies rares qu'on prend en charge, tout comme les pathologies fréquentes. Donc, bienvenue en médecine interne à ceux qui pensent choisir cette spécialité. Pareil pour Toulouse, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me contacter ainsi que mes collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup Grégory. Ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole tout d'abord à Eric Achula, qui est un interniste de renom. Non pas que ça enlève le renom aux intervenants précédents, mais il coordonne une filière maladie rare qui s'appelle FAI2R, qui englobe un certain nombre de spécialités et de types de maladies. Et j'aurais souhaité qu'Eric, qui je crois est connecté, puisse prendre la parole pour nous donner sa vision de ce qu'est notre spécialité aujourd'hui. Avec grand plaisir, Luc. Merci. Merci. Et je vais dans le sens de tout ce qui a été dit, c'est que la discipline est une discipline qui étonne, qui surprend tous les jours et qui permet d'apprendre tous les jours. Et tous les jours, vraiment, on apprend, les plus anciens apprennent aux plus jeunes et les plus jeunes apprennent aux plus anciens. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire dans notre discipline. C'est une discipline où on voit du rare et du fréquent, mais on voit des symptômes fréquents qui révèlent du rare. Et donc, on est vraiment surpris tous les jours. Il n'y a pas une journée sans surprise et sans un petit bonheur dans la médecine interne. Et ce qui a été dit aussi, c'est une discipline de réflexion et de réflexion collégiale. Et il n'y a pas beaucoup de disciplines où il y a comme ça cette discussion, cette réflexion autour de dossiers difficiles. Et donc, voilà, pour ce qui concerne l'expérience de la médecine interne que je pratique au quotidien, c'est cela. À côté de cela, je dirige une filière, une des 23 filières maladies rares.
Vous, les plus jeunes, ne connaissez pas peut-être encore bien ce qu'est le plan maladies rares, mais qui a été mis en place en 2005, qui a permis de labelliser plus de 300 centres de référence, et il y en aura encore plus avec l'appel à projet qui est publié, qui a été publié au mois de juin. C'est une opportunité pour vous, je pense, parce que c'est une opportunité pour les centres de référence d'avoir des budgets supplémentaires et donc des postes et des praticiens supplémentaires. Alors, tous les services de médecine interne, malheureusement, ne sont pas labellisés centres de référence et n'ont pas des moyens supplémentaires, mais il y en a, il y en aura encore des centres de compétences qui le deviendront et qui auront des budgets qui permettront d'ouvrir des postes de praticiens hospitaliers, mais ça, c'est dans le domaine des maladies rares. La filière, c'est quoi? Eh bien, c'est une filière non pas de soins, mais de santé. Alors, on a différentes missions. On a un budget spécifique qui est donné par la DGOS. On a 8 emplois temps plein qui sont financés par ce budget. Et c'est une structure qui vise à harmoniser un peu la prise en charge des patients avec maladies rares en France sur le plan diagnostique et thérapeutique et qui participe notamment au développement des PNDS, des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Donc ça, c'est un acronyme que vous devez connaître parce que dans toutes les maladies rares de notre filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares, il y aura un PNDS qui est un référentiel pour le diagnostic et la prise en charge et qui sera finalement votre support au quotidien pour traiter les malades. Et encore ce matin, nous discutions dans le cas d'une vascularité en cas, un relais après l'endoxan, les sécures, eh bien, est-ce qu'on fait un rituximab, deux rituximab? C'est dans le PNDS, vascularité en cas, qu'on trouve la réponse. Et donc, on s'aide vraiment de ces documents et il y a une promotion de la filière pour les développer. On a aussi un rôle dans la formation pour homogénéiser en France la prise en charge des patients avec maladies rares et on fait beaucoup de webinaires et je pense que vous devez connaître la filière et ses webinaires. Il y a les jeudis de la filière et les jeudis de la filière. Et bien ce mois-ci, il y avait les atteintes dermatologiques des myopathies inflammatoires. Il y aura le mois prochain les atteintes myocardiques et cardiaques des inhibiteurs de checkpoint par Yves Wallenbach. Ces présentations qui durent 20 à 30 minutes une fois par mois sont vraiment formatrices et je vous invite à aller les voir et aussi à devenir membre de la filière. Et ça, c'est très simple, il suffit de m'envoyer un mail ou de faire IFA2R et d'aller voir. Il y a donc une adresse générique où vous pouvez envoyer un mail pour devenir membre. Vous aurez ainsi toutes les informations de cette filière sur les formations et puis sur les événements aussi nationaux qui ont lieu dans les différents centres de référence et dans les différentes régions. Cette filière a aussi pour mission de promouvoir l'éducation thérapeutique du patient et j'espère que ce terme vous évoque quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on doit offrir à tous les patients qui ont une maladie rare chronique. Je vous encourage à vous former à cela, ça vous permettra de peut-être avoir l'idée, l'envie de développer dans les services où vous serez cet aspect de soins, car c'est un soin. Et la formation à l'éducation thérapeutique du patient, eh bien, les filières peuvent vous aider à faire cette formation. Et la filière IFA2R offre cette formation et offrira cette formation à une vingtaine de personnes, 20 à 30 personnes tous les ans. Et enfin, pour vous dire aussi que la filière aide les internes à participer au congrès européen, alors congrès de l'ACR, congrès de l'EULAR, congrès de pédiatrie inflammatoire. Si on a une communication, si on est pris donc en communication dans ces congrès, la filière est là pour vous aider à une prise en charge financière puisque eh bien, en termes de conflit d'intérêts, il ne peut plus y avoir de conflit d'intérêts directement entre les internes et l'industrie pharmaceutique. Et c'est une manière de vous aider à aller dans ces congrès internationaux. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire de mon expérience et de ma pratique quotidienne de la médecine interne. Et je confirme, c'est un vrai bonheur. Et puis aussi de la direction de cette filière IFA2R. Merci beaucoup, Eric. On a presque fini cette table ronde. Jean-Daniel Lelièvre a eu la possibilité de se présenter tout à l'heure. Peut-être que Jean-Daniel, tu veux dire quelques mots complémentaires sur ton exercice, sur cette spécialité qu'est l'immunologie clinique? Oui, mais merci Luc. Alors pourquoi l'immunologie avec la médecine interne? Parce que l'immunologie, ça a révolutionné la médecine du 21e siècle. L'immunologie, vous en faites tous les jours. Je dirais comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, vous faites de l'immunologie sans le savoir. Ça a révolutionné
les diagnostics, la compréhension des maladies, le traitement des maladies. Moi, quand j'étais un jeune interne, je reste jeune, puisque quand même Luc et Isabelle ont été mes chefs de clinique, donc vous voyez que je suis encore jeune. Ils jonglaient déjà à l'époque. Quand j'étais jeune, l'immunologie clinique, en gros, c'était essentiellement les déficits immunitaires et les maladies auto-immunes. On n'avait pas encore caractérisé les maladies auto-inflammatoires, mais ça se limitait là. Si vous regardez maintenant l'impact que l'immunologie a dans notre pratique, si vous prenez ce que moi je fais au quotidien, parce que je dirige un service qui est un service d'immunologie clinique et de maladies infectieuses, donc je suis très orienté sur les maladies infectieuses. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont immunodéprimés dans le service qui est le mien, donc il y a l'impact des traitements, et puis aussi il y a la compréhension des maladies. Hein. La pandémie qu'on a connue, la Covid-19 est une maladie essentiellement immunologique. Hein. Les complications, les gens viennent à l'hôpital non pas parce qu'ils ont une réplication du virus, mais parce qu'ils ont des complications immunologiques de cette pathologie. Et on pourrait dire la même chose pour le VIH et un certain nombre d'autres maladies infectieuses. Si on prend l'exemple des traitements, évidemment, il y a la révolution de toutes les biothérapies, les inhibiteurs de checkpoint dont vient de parler Eric Achula, qui ont révolutionné la prise en charge des maladies cancéreuses, et l'utilisation maintenant d'anticorps monoclonaux dans des pathologies qui vont évidemment de maladies spécifiquement immunologiques, mais jusqu'à la prise en charge de l'hypercholestérolémie. Donc, la compréhension et le savoir-faire autour de l'outil immunologique est important. Et en termes de physiopathologie, il y a tout ce que je vous ai dit sur les maladies infectieuses, par exemple, mais ça va aussi dans l'immunosénescence, dans le vieillissement, dans toute la compréhension autour de l'inflammation, du caractère pathogène de l'inflammation. Donc, l'immunologie permet, je dirais, d'avoir cette réflexion transversale en termes de physiopathologie, de recherche, qui est celle que l'on a quand on est interniste en termes de clinique. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Alors, moi, je vais juste dire quelques mots parce que vous m'entendez et ça fait peut-être un peu trop. Peut-être vous redire que la médecine interne, c'est une spécialité absolument passionnante parce qu'en fait, c'est une démarche diagnostique quotidienne et qui comprend en fait des diagnostics faciles, mais aussi des diagnostics difficiles. Et cela est d'autant plus facile, ou en tout cas facilité, que l'on a réellement conscience que la médecine interne est une médecine globale hein, qui prend en charge le patient et voit le malade comme un tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger le côté vie sociale du patient, vie professionnelle, vie familiale. Il y a des événements de vie qui compliquent énormément la prise en charge, la perception que le malade va avoir de ce qui lui arrive. Et tout ça doit être forcément pris en compte. Et j'ajouterais que la médecine interne, c'est une spécialité qui est une forme de garde-triage, c'est-à-dire qu'on est au carrefour. On doit finalement saisir les mots-clés essentiels d'un dossier, établir une synthèse de situations complexes, et puis aussi quelquefois mettre en place des stratégies thérapeutiques qui doivent être des stratégies d'ailleurs diagnostiques ou thérapeutiques qui doivent être hiérarchisées et qui peuvent être simples ou éventuellement complexes. Et puis pour l'avenir de la médecine interne, moi je suis absolument convaincu que l'avenir est vraiment florissant pour la médecine interne. On est à une époque où les spécialités se fragmentent, où il y a de plus en plus dans une spécialité de surspécialité, avec des compétences de plus en plus étroites, ce qui est certes nécessaire dans certains domaines, mais du coup, eh bien, il y a nécessité impérative de pouvoir avoir recours à des médecins qui sont des spécialistes finalement de la synthèse, et nous sommes des spécialistes de la synthèse et du diagnostic, et donc je pense que pour ça, notre spécialité a un grand avenir. Et puis, Eric Achula disait qu'il n'y a pas de journée sans surprise. Moi, je dirais même que c'est l'instabilité permanente, la médecine interne. Hein. On peut
avoir l'impression qu'on va faire là facilement le diagnostic et on va se planter, et en espérant que ça ait le moins de conséquences possibles pour le patient. Donc, bien sûr, on va être toujours très vigilant. Et puis, par moment, on va faire un diagnostic qu'on n'attendait pas et éprouver cette grande joie qui est celle qu'on éprouve à chaque fois qu'on fait le diagnostic. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez bien, on va pouvoir discuter après, mais c'est de reprendre le diaporama en essayant d'accélérer pour la partie enseignement avec et là j'affiche et normalement vous voyez mon écran, ce qu'on propose comme cours pour les étudiants du DES de médecine interne et immunologie clinique au sein du collège des enseignants de médecine interne qui comportent 100 PUPH, 20 MCUPH. On a des journées qui étaient présentielles jusqu'avant l'épidémie Covid, 2 journées par an avec un défraiement à hauteur de 100 € qui permet aux internes de participer finalement à titre gracieux, qu'on a converti en 2 à 4 demi-journées par an en distanciel par Zoom, à laquelle peuvent participer en plus des internes francophones. On a dans chaque ville, dans chaque région, des enseignements locaux, régionaux, qui sont donc éventuellement relayés sur la plateforme numérique de 3e cycle, qui est la plateforme CIDES-NG, qui est en train de migrer sur une plateforme UNES formation 3e cycle. Il se trouve que je préside la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine qui, avec l'UNES, a contribué à mettre en place en 2016-2017 cette plateforme nationale sur laquelle peuvent accéder près de 40 000 étudiants. Il y a des sessions de formation pour chaque finalement phase, la phase socle, la phase d'approfondissement, éventuellement la phase de consolidation, mais pas dans le cas de la médecine interne. Et sur cette plateforme, vous avez accès à des diaporamas sonorisés, à des QRM interactifs, et vous avez accès aussi aux sessions de formation des autres DES si vous voulez surfer un peu sur ce qui vous est offert. Et puis je termine pour dire que les congrès font partie de la formation et votre coordonnateur vous fera une attestation pour que vous puissiez vous inscrire comme membre junior de la SNFMI qui, complétée d'une attestation de votre chef de service, vous permettra d'être membre junior et de participer gratuitement à l'ensemble des congrès de la Société de médecine interne pendant toute votre formation. Et je vais, moi, m'arrêter là et donner la parole à nos jeunes amis qui vont vous présenter l'amicale des jeunes internistes. Je passe les diapos si vous voulez bien. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, on va vous présenter l'association des jeunes internes en médecine interne qui s'appelle l'amicale des internistes. Donc, je vais faire présentation, mais Lucille Grange, qui est la vice-présidente de l'association, est là aussi et répondra avec grand plaisir à vos questions. Donc, une photo du congrès de Nantes avec certains membres du bureau, et vous reconnaîtrez à gauche Lucille et moi plutôt à droite, avec différents postes. Et malheureusement, le président Loris ne peut pas être là aujourd'hui, mais il a participé à l'ensemble de la préparation de cette soirée. Diapo suivante, et bien d'autres. Et surtout, peut-être vous, éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette association? Un de nos premiers rôles, c'est de vous représenter. De vous représenter notamment avec à tous les assemblées générales du Collège des enseignants de médecine interne. L'AGI fait partie de la SNFMI. On est donc associé aux prises de décision, notamment dans l'évolution de la maquette de l'internat, des différentes phases, de comment améliorer les choses. Et on est amené régulièrement à faire des enquêtes et des sondages et à rapporter les résultats aux assemblées générales de façon à ce que les internes soient écoutés et que les choses se fassent en coopération avec l'équipe enseignante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En plus de ça, l'AGI participe au congrès de façon extrêmement importante en proposant pendant ces congrès une plénière, c'est-à-dire une session complète de 2 heures qui va différer à chaque congrès. Par exemple, au congrès de Nantes qui a eu lieu il y a quelques semaines, il y avait une plénière dédiée à la sémiologie, notamment sur des questions comme la sémiologie quantitative par le professeur Olivier Station, mais aussi l'intervention d'un interniste très connu en Belgique qui était Eddie Cogan. On propose aussi des formations pendant ces congrès, notamment on a eu une formation à la capillaroscopie, à l'échographie pleurale, et au dernier congrès,
un atelier de simulation sur notamment la gestion des situations difficiles en médecine, mais aussi, les soirées et les diapositives suivantes, s'il vous plaît, on fait des soirées et on a mis les photos les plus sobres, mais qui permettent aussi de se réunir entre internistes de toute la France, de discuter, de boire un petit coup. Et en général, c'est plutôt très sympa. Et comme l'a dit Lucille, l'ambiance entre internistes est vraiment excellente. Mais aussi, on propose dans ces congrès des soirées de formation toute l'année au national, via maintenant les plateformes Zoom, avec soit des intervenants français, sur des sessions diverses et variées, de la maladie rare à la maladie fréquente, mais aussi à l'international, avec notamment nos collègues du Maghreb et nos collègues d'autres pays francophones, avec par exemple une session sur les médicaments inflammatoires, mais aussi sur le lupus dernièrement, et aussi de façon très fréquente, des formations avec d'autres spécialités. La dernière en date était avec les rhumatologues, mais par exemple, nous avons prévu à la rentrée une soirée de formation avec les radiologues sur l'aspect des vascularites en IRM. En plus de ça, on a plusieurs types de formations toute l'année, plus ou moins fun, comme les printemps de la médecine interne, qui est une journée qui se passe à l'hôpital Pompidou à Paris, mais tout le monde est convié, où sont proposées des énigmes diagnostiques résolues par des experts, avec participation du public et un prix qui est remis à chaque fois à celui ou celle qui aura trouvé le plus d'énigmes diagnostiques, qui sont genre des choses un petit peu rares ou marrantes. Et tout ceci en général avec beaucoup d'humour et beaucoup de fun. Diapo suivante. Hop. Mais en plus de tout ça, l'AJ avec la SNFMI propose d'exporter des internes à des congrès internationaux comme l'ELAR, qui est le congrès européen, un très gros congrès, ou alors l'ACR, qui est le congrès de l'American College of Rheumatology, donc un très gros congrès aussi. Mais par exemple, en septembre, le congrès franco-maghrébin. Et tout ceci est pris en charge. Les internes peuvent partir, peuvent participer au congrès et peuvent en échange faire des retours de congrès, c'est-à-dire présenter les choses qu'ils ont vues au congrès nationaux de médecine interne. C'est en général des moments qui sont très appréciés par les internes et qui sont permis par l'association et la SNFMI. L'AJ propose aussi des partenariats sur le plan plutôt maintenant biblio, avec un partenariat avec la revue de médecine interne, qui est la revue française de médecine interne, et avec un prix attractif pour les internes, permettant d'accéder à l'ensemble du contenu, mais aussi un partenariat qui est en cours actuellement avec le traité de médecine, qui sont en fait des livres qui vont récapituler un peu l'ensemble des connaissances actuelles en médecine sur 3 tomes, où on propose aux internes de médecine interne bientôt des tarifs très attractifs. J'en dirai plus bientôt, j'espère. Et enfin, nous sommes en train de rédiger un guide de la médecine interne qui devrait, en tout cas pour une partie, être disponible à la rentrée et qui pourra éclairer tous les jeunes internistes et même les plus vieux sur tout ce qui est possible de faire, les DU, les Master 2, les bourses, avec plusieurs aides, les aides à la rédaction à faire une bibliographie pour éventuellement la présenter en stage ou pas, comment écrire un abstract pour un article ou un congrès, faire un poster, etc. Quoi qu'il en soit, nous avons un site web, donc vous avez l'adresse ici, mais que j'ai mis dans le chat tout à l'heure, que je pourrais remettre, avec un onglet le bureau, les subdivisions, et vous retrouverez dans cet onglet les référents par ville. C'est en train d'être actualisé, donc je pense que début de semaine prochaine, vous aurez les référents actualisés par ville. Vous pouvez contacter sans aucun problème pour vous renseigner sur l'intérêt de médecine interne dans toutes les subdivisions de France. Nous avons aussi, diapositive suivante, s'il vous plaît, un groupe Facebook, un Twitter et depuis récemment un Instagram sur lequel on publie des choses sérieuses et parfois un peu moins sérieuses. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, à contacter tous les référents de subdivision qui vous intéressent. Et puis, on espère vous retrouver l'année prochaine et vous retrouver dans l'équipe de l'Amicale des internistes. Ça sera avec un grand plaisir. On recrute tout le monde sans aucun souci. Et si vous avez des questions, bien sûr, nous sommes disponibles. Merci beaucoup, Kevin. J'espère que vous m'entendez.
je vous propose de vous faire très rapidement les débouchés du DES de médecine interne et ensuite nous pourrons avoir un temps de discussion. Le DES de médecine interne et immunologie clinique, ça ouvre un certain nombre de carrières, des carrières, je dirais, classiques, universitaires ou non universitaires, qu'on va pouvoir aborder dans le détail, mais aussi une pratique libérale, le plus souvent dans le cadre finalement d'un établissement privé, mais ça peut être aussi éventuellement une pratique libérale en ville, même si c'est beaucoup plus rare. Et puis un certain nombre de nos collègues internistes vont finalement se tourner vers l'industrie pharmaceutique, la recherche et développement, ou même éventuellement, suite à des formations doubles, vont éventuellement décider de devenir chercheurs à l'INSERM ou au CNRS. Et il y a des possibilités d'avoir des postes d'accueil pour que sur une partie des formations, on puisse avoir cette double activité de clinique et de recherche. Alors sur le plan de la carrière universitaire, c'est une carrière qui est forcément un peu longue, hein, avec en plus finalement des études de médecine, et bien une formation double avec un Master 1, un Master 2, et puis à un moment à définir, hein, soit dans le cas d'un double cursus au départ, soit finalement plus tard, voire même juste avant ou pendant le clinica, eh bien une thèse de doctorat de troisième cycle. L'internat, le clinica étant le moyen d'acquérir les compétences cliniques en médecine interne. On peut faire des DU, des DIU, mais ce n'est pas obligatoire. Celui qui sera obligatoire si vous avez l'ambition d'une carrière universitaire, c'est le DU de pédagogie médicale. Et puis ce qui est important, eh bien, c'est d'avoir à un moment une expérience à l'étranger, une mobilité qui vous permette de nouer des contacts, de voir comment on travaille éventuellement dans un autre pays, en sachant que la mobilité peut éventuellement bien sûr se faire dans notre pays. Et puis, vous allez postuler à un poste de maître de conférence des universités praticiens hospitaliers, puis un jour à un poste de PUPH, ça c'est plutôt aux alentours de 40 ans, après avoir passé une habilitation à diriger les recherches. Et puis après, c'est toute la hiérarchie universitaire qui vous est offerte. Et ça, c'est pour dire que, eh bien, on est là pour vous aider et vous encourager à embrasser une carrière universitaire en médecine interne. La carrière hospitalière, qui elle est elle aussi assez longue quand même, hein, puisque suite à finalement un internat, la formation en recherche n'est pas indispensable, hein, et on peut être chef de clinique sans avoir fait de Master 2, mais beaucoup d'universités aujourd'hui exigent le Master 2 pour être chef de clinique. Et puis, immédiatement après, il y a la possibilité de travailler comme praticien hospitalier, le plus souvent après avoir fait une période contractuelle d'1 an. Et puis, le poste de praticien hospitalier peut être un pont vers la carrière universitaire ou un pont vers finalement une bi-appartenance entre un temps de pratique libérale et un temps partiel de pratique hospitalière. Et puis après, ça ouvre aussi à tous les postes de la hiérarchie, notamment dans la hiérarchie des centres hospitaliers, la possibilité de coordonner les commissions hospitalières, la chefferie de service et puis la présidence de commissions médicales d'établissement. La pratique libérale ou salariée qui se développe, hein, c'est une pratique qui peut être en clinique ou en hôpital privé, qui peut être à temps plein ou qui peut être à temps partiel si c'est un choix de vie ou d'exercice, avec la possibilité d'avoir par ailleurs un cabinet privé, même s'il n'y a pas énormément aujourd'hui d'internistes qui sont installés en ville, ou éventuellement la possibilité d'avoir un exercice dans un hôpital universitaire à temps partiel et puis un exercice en cabinet privé par ailleurs. Et puis, il y a la possibilité d'avoir une activité purement salariée, soit en clinique, soit en hôpital privé, soit dans certains instituts. Je pense à l'Institut Pasteur, par exemple, mais il y en a de nombreux. Et puis, il y a d'autres débouchés, l'industrie pharmaceutique, l'édition médicale, le journalisme, le consultanat, si ce n'est pas pour travailler à plein temps dans l'industrie, mais travailler à temps partiel dans l'industrie pharmaceutique, la mise en place de start-up que des médecins peuvent diriger et pourquoi pas des internistes, et puis l'acquisition de responsabilités institutionnelles dont vous savez qu'elles peuvent aller
jusqu'à un poste de ministre, puisqu'actuellement, notre collègue donc urgentiste est devenu ministre à la suite d'Agnès Buzyn et d'Olivier Véran. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre maintenant la série des questions-réponses. J'imagine qu'il va y avoir pas mal de questions de la part de nos jeunes. Je leur propose de poser des questions dans le chat et je souhaiterais que cette séance de questions-réponses soit ouverte par Fleur Cohen-Aubard. D'abord parce que Fleur est très active à la fois dans le comité pédagogique du DES de médecine interne d'Île-de-France, mais aussi dans le Collège des enseignants de médecine interne, et parce qu'elle coordonne actuellement, je pense, un effort de communication important qui se fait via Twitter. Et peut-être, Fleur, si tu veux dire quelques mots ou ouvrir la discussion, tu es la bienvenue. Voilà, ben merci beaucoup, Luc. Bon, j'ai pas rien à ajouter. Je pense qu'il faut vraiment laisser voilà, la place à vos questions parce que vous avez peut-être des questions sur voilà, les salaires ou des choses très pratiques à poser. C'est vrai que voilà, on essaie de faire des efforts de communication parce que probablement qu'on ne s'était pas suffisamment, voilà, je vais pas dire mis en avant parce que c'est voilà, c'est pas du tout le sujet, mais c'est important d'être présent. Les jeunes le faisaient pas mal, voilà, donc les vieux s'y sont mis aussi. Voilà, donc on peut prendre les questions soit dans le chat, soit à l'oral. Et donc, peut-être les jeunes vont répondre sur la question de l'internat. Est-ce que c'est prenant en Île-de-France? Vous répondez, Kevin, sur la question du chat, peut-être sur l'internat. Est-ce que les internes partent tard, à 20h, 21h, à Paris, en Île-de-France en particulier? Puis peut-être que, je ne sais pas s'il y a Lucille qui est là, de Saint-Étienne, je ne sais pas s'il y a des internes autres que Paris, sinon présents. Vas-y, Kevin. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre. Alors, toutes les horaires, c'est une grande question qui revient souvent. Alors, Lucille complétera ce que j'ai dit. Moi, j'ai fait mon externat dans une autre ville que Paris. Donc j'ai vu un peu province, Paris, province. Globalement, je n'ai pas trouvé qu'à Paris particulièrement, les horaires étaient pires qu'ailleurs ou meilleurs qu'ailleurs, ou peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la médecine est une spécialité qui est chronophage, qui prend du temps et qui va prendre parfois plus de temps, effectivement, qu'une spécialité qui va plutôt être centrée sur un organe, tout simplement parce qu'un patient qui est polypathologique doit s'occuper de plusieurs pathologies en même temps. Il y a aussi un effet d'expérience. Un interne qui commence, qui est premier semestre, quelle que soit sa spécialité, va passer plus de temps qu'un interne qui est un peu plus chevronné. Et si au début, je finissais à 20h, aujourd'hui, je ne finis plus à 20h dans mes stages, par exemple. Donc, et ça va aussi dépendre du stage dans lequel vous passez. Il y a des stages où on prend en charge plus de patients, donc on finit plus tard, mais à côté de ça, on a plus de semaines en dehors de la clinique qui vont être dédiées à ces travaux de recherche ou à ces formations ou à avoir un peu de temps libre. Donc, c'est toute une balance qu'il faut voir. Je ne sais pas si Lucille ou d'autres internes veulent compléter ma réponse. Oui, donc moi je viens de Saint-Étienne, donc je ne répondrai pas sur l'internat à Paris même si j'ai fait 6 mois d'interchu à Cochin à Paris, donc je peux peut-être parler un petit peu pour l'expérience parisienne. Mais globalement, ça dépend beaucoup, comme l'a dit Kevin, de comment on se sent, si on est début d'interne, combien on a de patients. Moi j'ai commencé par un semestre en médecine interne à Saint-Étienne où j'avais 13 patients, 12 à 13 patients. J'étais premier semestre, donc forcément je finissais autour de 20h. J'essayais de finir un peu avant. Mais là, en fin d'internat, je vois bien que 12 patients, je finis à 19h. Ça dépend aussi de l'organisation du service, ça dépend aussi des médecins qui nous entourent. Il y a des services où l'hôpital de jour, par exemple, que ce soit en médecine interne ou ailleurs, on finit beaucoup plus tôt. On est souvent parti globalement à 18h ou avant. Donc, ça dépend beaucoup aussi des semestres, etc. C'est assez variable. En tout cas, honnêtement, quand je vois les spécialités médicales autres, que ce soit la cardio, l'hémato, la cancéro, la néphro, ils finissent comme nous. Et je ne vois pas de différence, en tout cas dans mon expérience, sur les horaires entre notre spécialité médicale et d'autres spécialités médicales.
Pour répondre spécifiquement à cette question des horaires, avec Chloé, on avait fait une sondage dans notre programme de médecine interne et d'infectieux et d'allergo. Après un mois de début d'internat, donc c'est la période, comme le disait Kevin, où on a le plus tendance à finir tard parce qu'on n'est pas encore assez chevronné. Mais déjà, sur cette première début d'internat, la moitié de la promo finissait avant 19h. Et on avait un bon tiers qui finissait entre 19h et 20h. Et ensuite, les derniers, un sixième restant sortait entre 20h et 22h. Donc, là, je vais parler pour l'Île-de-France, mais on a quand même la chance d'avoir un comité pédagogique très bienveillant qui veille à notre qualité de vie. C'est le genre de choses qu'on fait remonter et qui sont prises en compte. Donc, et en Île-de-France, il faut bien se rappeler que le nombre de stages étant supérieur au nombre d'internes, vous avez toujours la possibilité de choisir, et que les stages où les situations sont vraiment très compliquées, simplement, vous n'y allez pas. Donc, là-dessus, c'est la chance qu'on a en Île-de-France d'avoir cette quantité de stages et la comité pédagogique qui agrémente ces stages, qui veille à ce que les stages soient bien accueillants, qui prennent en compte le fait que vous êtes des phases socles, que vous commencez, et que c'est pas forcément évident pour vous de découvrir l'internat juste à la sortie de la D4. Oui, dans le comité pédagogique, on vous surveille de près, hein, donc on fait vraiment attention, le nombre de gardes, les horaires, on fait attention, on est très attentif au bien-être des internes, hein, vraiment, c'est une préoccupation. Flore, juste une petite diversion, c'est que nos chefs de clinique faisaient la CV au moment de la plateforme La Table Ronde. Et j'aurais souhaité juste, il y a Jérôme Adjadj, qui est un de nos chefs de clinique, qui pouvait donner sa perception de chef de clinique de la médecine interne. Il a en plus fait une thèse de 3e cycle en immuno. Jérôme, en quelques mots, si tu peux faire passer le message de quelqu'un qui est plus interne et qui n'est pas encore senior. Ouais. Est-ce que juste pendant ce temps-là, les gens peuvent envoyer leur salaire sur le chat, parce qu'il y a une demande. Donc, si chacun, Antoine Dossier qui est PH. Moi, je peux donner mon salaire de. Vas-y, Jérôme, ton salaire. Voilà. Donc, avec l'augmentation de, comment on s'appelle, avec le Ségur, je suis à 3000, 3100. C'est varié un peu en fonction des astreintes. Je crois qu'avant le Ségur, c'était plutôt autour de 2007, 2008. Mais là, en net, c'est autour de 3000, 3100 euros. Les autres, mettez-les sur le chat, voilà, vas-y. Et donc, écoutez, j'ai raté un peu le début, donc je ne sais pas ce qui a déjà été dit, mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est passionnant, qu'on est surpris tous les jours, qu'on a le challenge diagnostic. Par rapport aux horaires de travail, tout a été dit un peu aussi. Il y a aussi une présence à l'hôpital qui est importante, parce qu'il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de staff, de réunions scientifiques, plus que dans pas mal d'autres spécialités. Donc, ça fait qu'on reste plus longtemps à l'hôpital, mais qu'on partage des choses, on apprend aussi beaucoup de choses. Et je dirais quand même le numéro 1 pour choisir, les 2 points importants pour choisir médecin interne, c'est d'être clinicien, donc d'aimer voir les patients, et pas forcément que la recherche, pour ma part, je trouve, soit au premier plan, même si j'ai fait beaucoup de recherches, et d'avoir l'esprit ouvert. Parce que j'ai eu encore un externe qui est venu me voir la semaine dernière en disant, voilà, moi je voudrais faire de l'immuno, faire de la maladie rare, faire une thèse en immuno, etc. Et voilà, je lui ai dit, attention, il faut que tu aies l'esprit ouvert. Si tu choisis cette spécialité, il faut que tu sois intéressé par beaucoup de choses différentes, et que l'aval d'urgence t'intéresse, que la relation avec les médecins généralistes qui t'appellent pour des avis t'intéresse, etc., etc. Ensuite, on travaille beaucoup et on finit parfois tard, mais de mon expérience, en ayant discuté avec beaucoup d'internes, l'encadrement, il est quand même très présent en médecine interne, c'est-à-dire que parce qu'on est relativement tous cliniciens, les chefs de clinique sont très présents, les seniors sont très présents, les universitaires sont quand même souvent assez présents et assez disponibles. Donc, même moi, quand je suis chef de clinique et que j'ai un doute, une question, j'ai toujours une porte ou quelqu'un que je peux appeler. Donc, je trouve que par rapport à d'autres spécialités où je suis passé, je dirais que ça générait moins de stress quand j'étais en médecine interne, parce que j'avais toujours quelqu'un à côté de moi, on revoyait tout ensemble. Et voilà, donc on travaille beaucoup, mais quand les conditions sont bonnes, je trouve que ça passe mieux. Voilà. Et l'autre chose, c'est quelque chose qui est important, j'ai l'impression, pour les futurs internes, c'est que les débouchés de travail, elles sont assez riches en médecine interne. Alors, on n'a pas tout le temps le service où on voudrait, le service de référence, d'excellence, mais comme il y a des services de médecine interne dans tous les hôpitaux, parce que dès qu'il y a un service d'urgence, il faut qu'il y ait un service de médecine interne. Finalement, je trouve qu'il y a assez peu de soucis de post-internat, d'assistant, de chef de clinique, que ce soit en CHU ou en CAG. Et donc ça, je dirais que c'est quand même un stress en moins de se dire qu'assez facilement, en tout cas tous les mois de septembre, on a des annonces de postes de chef de clinique, parfois dans des très, très gros services très réputés.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est un peu moins stressant par rapport à d'autres spécialités, comme parfois l'hématologie ou, voilà, ou les circuits, ou la maladie infectieuse, où les choses sont un peu plus bouchées. Donc voilà quelques éléments. Après, si vous avez d'autres questions plus précisément sur le Clinica, n'hésitez pas, je peux vous répondre. Merci beaucoup, Jérôme. Du coup, je vais redonner la parole à Fleur et on va déjà avoir les échelles de salaire que vous avez communiquées dans le chat. On va peut-être remonter parce qu'il y avait des questions Oui. intéressantes, importantes. Il y avait des questions sur les sélections, sur quels critères on est sélectionné pour des FST. Peut-être, Luc, je vous laisse répondre là-dessus. Donc sur la FST, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous demande de faire un dossier avec une lettre de motivation et vous allez en fait transmettre votre dossier avec votre CV, votre lettre de motivation à votre coordonnateur, votre coordonnatrice. Et cette dernière va considérer l'ensemble des demandes qu'elle a sur le DES. Donc, par exemple, s'il y a 3 candidats, candidates qui souhaitent se présenter pour s'inscrire à la FST, par exemple, de pharmacologie et thérapeutique, eh bien, les 3 candidatures vont être classées, 1, 2, 3. Donc, c'est vraiment le comité de coordination qui dit ce dossier-là est le plus adapté, le deuxième est un peu moins et le troisième un peu moins, et va donner cet ordre de classement au pilote de la FST qui va recevoir donc les dossiers des différents coordonnateurs de DES. Et le pilote de la FST interclasse les demandes, donc peut classer par exemple d'abord un DES de dermato ou au contraire un DES de médecine interne en premier. Et en fonction du nombre de places qu'il y a dans cette FST, dans cette ville, vous pouvez être amené à vous inscrire ou au contraire, on vous dit tu ne peux pas t'inscrire cette année à cette FST parce qu'il n'y a plus de place. Et donc, vous avez le droit de faire 2 demandes dans 2 formations différentes et cela 2 années de suite. Alors ensuite, il y avait une question, ça c'est important, c'est une question récurrente. Est-ce qu'on peut avoir une pratique exclusive en cabinet de ville libérale? C'est vrai qu'on n'a pas d'interniste libéral ici, mais il y a des internistes installés exclusivement en cabinet sans aucun souci. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter cette réponse. Enfin, voilà, mais ça, il n'y a pas de problème pour avoir une pratique exclusive en cabinet. Fleur, juste pour compléter, il y a quand même beaucoup d'internistes qui trouvent maintenant des places dans des cliniques en tant que médecins salariés. Alors là, avec des salaires qui sont très nettement supérieurs aux salaires que nous offre le service public. Et pour dire, moi aussi, il y a un collègue qui a dit ça tout à l'heure, mais moi, j'ai une assistante qui est partie de mon service et qui exerce à la clinique à côté et qui touche un salaire. Voilà, on peut être salarié en clinique et faire une activité d'aval de médecine polyvalente. Voilà, il y a du libéral non cabinet aussi, effectivement. Et puis, il y a des structures privées participant au service public. Je ne sais pas si Pierre-Charles est là, je ne crois pas, mais voilà. Est-ce qu'il est facile de réaliser des interchus pendant l'internat? Donc, peut-être aussi Luc peut répondre à cette question. Et combien on peut en réaliser sur les interchus? Tout à fait. Alors, les interchus, il y a une grande latitude pour réaliser des interchus. En principe, on peut faire au moins 2 interchus pendant son internat. Et ces interchus se font idéalement en phase d'approfondissement. C'est vraiment très important. Un interchu peut être en fait un stage juste voilà, dans la ville d'à côté, dans la région, mais peut-être n'importe où en France, mais peut-être aussi à l'étranger. Donc pour tout ça, il faut se renseigner à l'avance parce qu'il faut aller dans un service qui a l'agrément pour la spécialité. Et un interchu peut être fait dans la spécialité ou peut être fait dans une autre spécialité. Il ne faut pas oublier l'outre-mer qui est considéré comme un interchu. Et donc ça, c'est important aussi. Et je vous rappelle que pour les interchus, en fait, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il y a une seringue qui est un peu longue avec une commission locale au départ, puisque c'est l'agence régionale de santé et votre CHU de départ qui vont payer votre stage interchu. Et puis une commission d'admission localement. Et finalement, la possibilité de rejoindre le service dans lequel, au départ, le chef de service vous avait donné une réponse favorable pour vous accueillir comme interchu. Donc, il faut s'y prendre à l'avance, d'autant plus que, il y a certains services qui sont convoités et dans lesquels, les postes d'interchu sont déjà pris à l'avance sur 2 ans. Donc, il faut vous y prendre à l'avance. Alors ensuite, il y a une autre question, je pense, qui taraude beaucoup de personnes, c'est les différences pratiques entre un interniste en CHU. Alors attention, parce qu'en CHU, on peut être universitaire ou on peut être praticien hospitalier, même si parfois les tâches sont
parfois similaires pour un certain nombre, et versus hôpital non universitaire. Donc Isabelle Delacroix tout à l'heure a exposé voilà, sa pratique du centre hospitalier. Il y a Antoine qui est PH en CHU aussi, peut-être qui veut prendre la parole. Moi, je vous laisse plutôt une réponse pour les seniors. Je peux commencer si tu veux, puis après je suis désolée, mais je dois vous quitter. Je ne suis pas sûre que la différence soit si majeure que ça. Ça dépend en fait de la typologie du service et de l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que c'est vrai que dans un hôpital non universitaire, on peut avoir un environnement de ressources et de plateaux techniques différents de ce qu'on va avoir dans un hôpital universitaire. Et je crois que c'est un des sujets majeurs d'exercices différents. Maintenant, c'est ce qu'on a quand même dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est quand même tous à la fois dans une médecine de diagnostic et dans une médecine aussi d'expertise, et dans un hôpital non universitaire, on va être amené à suivre aussi des maladies, des pathologies auto-immunes ou des maladies systémiques. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est quand même l'environnement dans lequel on va travailler, les collègues avec qui on va travailler. Je suis assez d'accord. Hein. Nous, on a un exercice. Moi, je suis PH à Bichat, en médecine à Paris. On a un exercice qui recoupe deux types d'activités. Il y a une partie du recrutement qui vient de l'aval des urgences et de la réanimation, donc une activité non triée d'amont, et une partie d'activité qui correspond à des avis secondaires ou tertiaires, ou des patients qui ont des maladies systémiques qu'on a vues en consultation. Je dois dire qu'on fait énormément de diagnostics de maladies rares à travers l'aval des urgences, de maladies systémiques et de maladies étranges. Alors, c'est en partie le bassin de population qui veut ça, mais on a une médecine extrêmement vaste, complexe et passionnante dans les deux univers, en fait. Et c'est pas forcément le fait du CHU ou pas du CHU. En réalité, c'est beaucoup l'attention qui est portée à chacun des symptômes, et est-ce que tout s'articule correctement ou pas. Et si ça s'articule pas correctement, il faut chercher plus loin, et à la fin, on trouve des trucs bizarres dans tous les sens, quelle que soit la porte d'entrée. Donc, c'est un exercice passionnant qui est effectivement très dépendant tout de même des collaborateurs qu'on a dans la structure, parce qu'une partie du recrutement est faite par l'existence à Bichat des cardiologues. On a beaucoup de cardiologues, donc on a beaucoup de médecine diagnostique, de cardiologie, de vasculaire, de choses comme ça. Et ça nourrit beaucoup de notre activité. Mais c'est un exercice qui est, c'est plus une attitude en fait interniste qu'un exercice borné. Ça, c'est toute la difficulté. C'est impossible d'en donner une définition homogène, cohérente et reproductible. Mais voilà. Après, ce qui caractérise vraiment la différence entre les CH et les CHU, c'est l'enseignement et la recherche. Mais maintenant, il y a des internes, il y a des externes aussi dans les centres hospitaliers non universitaires. Et puis, les centres hospitaliers généraux participent aussi beaucoup à la recherche par le biais de protocoles de recherche. Donc, voilà. Et les CHU, évidemment, ont aussi des missions propres. C'est un petit peu différent, mais disons que ça se recoupe largement. Alors ensuite, il y a une question qui est assez importante sur s'il est possible d'orienter son internat vers la médecine polyvalente, ou bien est-ce qu'il est préférable de passer par la médecine générale avec la FST de médecine polyvalente. On va essayer de faire des réponses pas trop longues parce qu'il y a énormément de questions, ce qui est très bien. Je pense que ce qui va faire la différence quand même beaucoup entre ces deux choix, c'est quand même beaucoup la formation lors du DES. Et on en a beaucoup discuté à la dernière réunion du comité pédagogique, mais c'est vrai que le DES, la maquette du DES de médecine interne est absolument fabuleuse parce qu'elle offre des possibilités d'aller se former dans plein de services différents, avec une formation quand même très hospitalière, alors que la maquette de médecine générale est quand même très, très ambulatoire. Et donc, il est complètement possible d'orienter son internat vers de la médecine polyvalente. Ce qui est quand même bien, c'est d'aller voir un petit peu de tout parce qu'il faut se former en tout. Mais peut-être que les internes veulent ajouter quelque chose sur cette réponse de façon précise. Oui, pas de souci. Oui, je suis d'accord avec Fleur parce que en fait, quand on voit les internes de médecine générale, déjà,
sans vouloir, mais ils font leur internat beaucoup en cabinet. Et du coup, ils n'ont pas totalement la même façon aussi de réflexion, etc., sur les patients polypathologiques et sur les patients de médecine polyvalente. On peut tout à fait faire maintenant la FST de médecine polyvalente, qui dure du coup 1 an et qui est inclus dans notre internat. Comme l'internat, il est de 5 ans en médecine interne, c'est inclus dans nos 5 ans, donc ça ne rajoute pas une année. Ça, c'est bien de le préciser. Alors que dans l'internat de médecine générale, si on fait la FST de médecine polyvalente, on rajoute 1 an. Donc, on passe à 4 ans d'internat en médecine générale avec, de façon obligatoire, une maquette qui doit valider des stages de médecine G, donc avec un stage chez le Prat, un stage en gynéco et un stage en pédiatrie, qu'on ne se servira pas forcément dans notre pratique si on veut faire de la médecine polyvalente. Voilà. Merci beaucoup, Lucille. Bon, nous, on a de toute façon une qualification de médecine polyvalente en tant que médecine interne, on va dire. Voilà, bon, c'est sémantique, mais on n'est pas spécialisé en maladie auto-immune ou en médecine polyvalente. Je crois qu'il y a quelque chose qui avait été dit sur le Twitter qui est très bien, c'est que la médecine interne, c'est un état d'esprit, hein, c'est ça aussi. Alors ensuite, il y a tout un débat sur effectivement l'hôpital public. Bon, on n'a pas l'air quand même trop déprimés tous, vous voyez, donc on travaille pour beaucoup, même énormément à l'hôpital public. On a l'air plutôt en forme, voilà, et pas trop découragés. Donc voilà, est-ce qu'on est inquiet? Moi, je ne sais pas, je vais laisser les gens s'exprimer sur est-ce qu'ils sont inquiets sur l'hôpital public. Voilà, moi, personnellement, je suis très optimiste envers les jeunes générations et je pense que l'hôpital a quand même de beaux jours voilà, devant lui. Non, il ne faut pas être… je suis d'accord avec toi, Fleur, il faut être raisonnablement inquiet. Évidemment, la situation est difficile, mais l'hôpital public persistera. C'est là où il y a la possibilité d'avoir une activité qui est la plus large possible et de combiner une activité forte de recherche. Comme on l'a dit, cette recherche étant pas uniquement de la recherche fondamentale, mais pourra être de la recherche clinique. Donc, ça se maintiendra et on ne fait pas partie des spécialités qui sont les plus inquiets à l'heure actuelle sur des changements qui pourraient y avoir. On a beaucoup moins de pertes, nous, de jeunes collègues qu'il peut y en avoir dans des disciplines comme par exemple la cardiologie, pour ne citer qu'elle. Voilà, l'hôpital public fait vraiment des choses absolument géniales, permet d'accueillir absolument tout le monde. On travaille voilà, dans des conditions qui sont voilà, parfois difficiles, mais on est quand même très écoutés. On arrive à monter des projets. En fait, si vous avez une idée, l'hôpital public vous permettra de le faire. Je vous donne un exemple. Voilà, moi, j'aime beaucoup la musique et j'ai eu envie de monter un festival de musique à l'hôpital. C'était il y a 1 an. Et ben, on a réussi à le faire. Voilà, l'hôpital public nous a soutenus là-dedans. Donc, si vous avez des projets, que ce soit des projets scientifiques, que ce soit des projets même artistiques, vous voyez, on arrive à le faire à l'hôpital public. Et voilà, donc ça permet quand même des choses assez fabuleuses. Voilà, et y compris les praticiens hospitaliers, pas que les universitaires qui, au sein de l'hôpital public, peuvent avoir une activité de recherche. Donc, ça aussi, c'est important pour les plus jeunes de le comprendre et de le savoir. Alors, encore, ça serait bien que d'autres, parce qu'il y a d'autres seniors qui sont là, ce serait bien que tout le monde prenne la parole. Est-ce qu'il y a possibilité d'exercer dans des services autres que la médecine interne après l'internat? Donc, effectivement, il y a une grande variabilité de possibilités. Je ne sais pas si Eric, Luc veulent prendre la parole. Patrick, allez-y. Alors, Fleur, effectivement, il y a… je ne sais pas si ça marche, oui. Moi, j'ai pas mal d'internes qui sont passés comme chefs de clinique et qui sont à Bordeaux. J'en ai 2 qui sont PH en réa, après un clinica en médecine interne. On a aussi des jeunes qui ont… Il y en a un qui est chef de service de la réanimation à Saint-André. Il y en a une ancienne chef de clinique dans le service de mon patron qui est maintenant chef des urgences. On a un ancien interniste, Patrick Blanco, qui est quand même chef du service d'immunologie au CHU de Bordeaux. Donc, effectivement, il y a tout un tas de profils. Alors, Luc ou l'AGI a bien énuméré toutes les possibilités de carrière. Alors, je ne sais pas si on a des internistes dans les startups, mais potentiellement, c'est possible. Mais effectivement, un internat en médecine interne ne veut pas dire qu'on aura une carrière fléchée du début jusqu'à la fin, comme PH ou PUPH ou n'importe quoi, en médecine interne. Et effectivement, on peut changer de spécialité. Et d'ailleurs, il y a des spécialités qui actuellement, compte tenu de la modification des maquettes, par exemple, les réanimateurs sont très intéressés par prendre des internistes, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ont une culture médicale
qui est très intéressante pour des gens qui ont une activité très ciblée, avec à l'avenir des maquettes qui se sont rigidifiées et qui vont avoir des spécialistes qui vont avoir avoir une formation et un esprit, là, pour le coup, très, très réduit, ce qui est un peu un effet pervers des nouvelles maquettes qui, d'ailleurs, ne nous impactent pas en médecine interne, je crois. Ça, c'est clair. Je ne sais plus qui l'a dit, mais les internistes sont des profils vraiment extrêmement recherchés. Donc, ça, c'est sans problème. On va essayer de répondre de façon ultra brève parce que les questions s'accumulent. Juste, il y a une remarque dans le chat, excusez-moi d'intervenir, mais aujourd'hui, quand vous faites le DES de médecine interne, vous ne pouvez plus exercer comme médecin intensiviste réanimateur, hein. Donc, vous devez faire le DES de MIR si vous voulez exercer comme MIR. Parce que peut-être que certains ont mal compris le propos de Patrick Mercier, hein. Est-ce qu'il est difficile de revenir sur des grandes villes comme Paris, Lyon pour refaire un clinica, voire continuer comme PH? J'avais répondu dans le chat tout à l'heure que la démographie est extrêmement favorable. Il y a des postes de chef de clinique là qui sont disponibles en novembre. Oui. Oui, il y a eu des anciens stéphanois qui sont malheureusement qui sont partis à Lyon parce qu'on connaît quelques-uns qui venaient de Lyon, qui ont fait leur internat à Saint-Étienne par exemple et qui sont repartis pour leur clinica. Sur des postes. Donc oui, c'est tout à fait possible de faire dans des petites villes son internat et de repartir. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est un peu la même question. On va peut-être préciser. Donc, en tant qu'interniste, vous pouvez tout à fait exercer dans d'autres services, au même titre d'ailleurs que des rhumatologues ou des pneumologues peuvent exercer dans des services de médecine interne. Mais vous aurez un DES de médecine interne. Voilà. Donc, mais vous pouvez exercer en rhumato, en endocrino. C'est pas du tout, on va dire, cloisonné. Il y a en plus beaucoup de services qui ont une double ou triple casquette, comme des services de rhumato-médecine interne, infectio-médecine interne, hémato-médecine interne, ou des services où on retrouve beaucoup de médecins de spécialités différentes. Alors, sur les postes de chef, donc à Paris, la démographie est plutôt favorable. Peut-être que ça serait bien de dire dans les autres régions comment c'est pour les postes de chef. Je ne sais pas, Mohamed, par exemple, comment c'est à Nantes pour les… Pour les postes de chef, nous, on n'a vraiment pas de problème. C'est vrai que maintenant que les internes passent en docteur junior, ça les fait connaître. Et franchement, le profil de jeune interne est un profil vraiment très recherché. Ce que je disais au début, c'est qu'on sait faire la médecine polyvalente et on apporte la plus-value sur des cas complexes. Donc vraiment, dès qu'on passe dans un hôpital périphérique, c'est très demandé. Et en clinique, il n'y a aucun problème. Les cliniques ont besoin des internistes parce qu'ils font de la médecine polyvalente. Donc je pense que quel que soit l'exercice en clinique ou en médecine en CHU ou hors CHU, vous avez un profil recherché. Et ayez confiance en vous parce que vous avez un profil recherché. Dans d'autres villes, sur les postes de chef, Pascal, à Lyon, comment c'est sur les postes de chef? Ça se passe bien, mais il faut savoir qu'effectivement, il y a parfois des situations un peu plus tendues. Et ce qu'on a mis en place à Lyon, comme dans d'autres spécialités, c'est des assistants à partager avec donc des CHG qui offrent l'opportunité pour les internes de se faire connaître et peut-être aussi de construire leur avenir. Donc, aucun souci. Grégory, à Toulouse, les postes de chef? Pareil, il y a la même réponse que Pascal. On a des postes de chef et on a des postes d'assistants à temps partagé pour des profils un peu différents pour aller vers les hôpitaux généraux. Et avec le flux, on arrive à avoir un poste pour tout le monde. Peut-être Brigitte Granel à Marseille. Oui, Marseille, il y a François aussi à Tours. Dites-nous un peu comment c'est chez vous. Il y a Gilles Kaplonski qui peut-être peut parler. C'est vrai que Marseille, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours comme le reste de la France. Je suis vraiment désolée. Nous, on a un poste d'assistant qui est vacant et en novembre 2022. Et malheureusement, notre doyen, en fait, a mis le veto sur l'ouverture d'un poste à quelqu'un qui serait d'une ville hors Marseille et qui n'aurait pas fait au moins un interchu, au moins 6 mois. Et ça nous embête véritablement parce que ce poste d'assistant de médecine interne ne pourra pas. Il n'y a pas de… Chronologiquement, il n'y avait personne d'autre et la personne a choisi une autre vie sous les îles. Et donc, on n'a pas de remplaçant marseillais. Et je ne sais pas si je mets je ne veux pas être un caillou dans la chaussure, mais cette attitude du doyen, est-ce que c'est quelque chose qui… nous, on a été surpris de cette attitude. Je peux comprendre qu'il y ait une préférence sur
de chauvinisme, mais quand même, quand là, il y a un poste qui est vacant et dont on a véritablement besoin dans notre service, ça a été difficile. Hein. On est très attristés de cette attitude. Bon, c'est un cas un peu isolé à Marseille. Il se passe des choses particulières à Marseille. Ouais. C'est pas pareil. On ne peut pas faire de remarques. Voilà, mais bon. OK. Ouais. Peut-être François, voilà. François Maillot. Oui, dire que… Oui, merci Fleur. Oui, ben nous, la situation… bien sûr, il y a un poste internat aussi à Tours. Hein, c'est assez concurrentiel pour le poste de chef de clinique au CHU, mais ce qu'on travaille le plus, et on va en avoir 2 dès cette année, même 3 l'année prochaine, c'est des postes d'assistants partagés comme ce que fait Pascal à Lyon. Nous, pour l'instant, c'est avec Orléans ou Blois. Et puis, nous, il y a la perspective que Orléans devienne un CHU. Donc, pour l'instant, c'est un peu nouveau. Il y aura peut-être aussi, vraisemblablement, des postes de CCA à Orléans à fournir dans les années qui viennent. On sait peut-être que Pascal Roblot pouvait nous dire un mot depuis Poitiers. Écoute, avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Alors, voyez, j'ai mis en arrière-fond spécial, ça c'est la médecine interne, l'été à Poitiers. Non, globalement, on n'a pas de problème de débouché ici. Moi, j'ai quand même l'impression que mes internes sont assez épanouis. D'ailleurs, on a un taux d'abandon qui est très, très faible. On fait la médecine interne polyvalente avec orientée sur les urgences et j'ai pour l'instant plutôt plus de débouchés que d'internes disponibles, puisque par exemple j'ai 3 postes d'internes d'assistants partagés et 2 postes de chef de clinique, et un des postes d'assistant partagé n'est pas couvert puisque la personne en question a choisi autre chose. Globalement, on casse des gens qui font du vasculaire, même si maintenant il y a des médecines vasculaires, enfin quand même casse des gens qui font du vasculaire et qui font d'excellents vasculaires, qui sont bien formés à la spécialité. Et je dis ce qu'a dit Mohamed tout à l'heure, moi j'ai pas honte de le dire, j'ai 63 ans, enfin, bientôt 64, j'étais interne en 81, donc faites le compte, ça fait quelques années. Et je crois que je recommencerai la même chose. Je dois être assez bête en fait, mais vraiment, je me suis vraiment fait plaisir dans ce métier. Et j'ai fait la visite ce matin, par exemple, dans un secteur. Eh bien, j'ai fait les 8 premières chambres. Il y avait 8 problèmes différents. 2 où on s'est vraiment creusé les méninges, à plus savoir qu'en faire, à faire fumer les neurones dans le couloir. Et c'était vraiment passionnant. Et ce n'était pas forcément des maladies rares, c'était des présentations un petit peu complexes. C'était des polypathologies. Il fallait essayer de tout mettre ensemble. Enfin, il y a vraiment un côté intellectuel de la spécialité qui est extrêmement intéressant. Alors, c'est sûr que si on aime mettre des cathéters partout, ouvrir des ventres ou faire des trous, des machins partout, ce n'est pas notre spécialité. Mais si on aime après remettre toutes les pièces ensemble et s'apercevoir que le malade a la même pathologie depuis le début, eh ben, c'est vraiment un très, très beau métier. Donc, moi, j'encourage les jeunes à faire parce que franchement, je me suis fait plaisir et je me suis éclaté dans ce métier. Après, Pascal, il y a quand même beaucoup de gestes en médecine interne. On fait énormément de ponctions lombaires, des BGSA. On peut faire aussi des choses de technique. Moi, j'ai une vacation d'EMG, par exemple, une fois par semaine. Tu sais d'où je viens comme spécialité. J'ai commencé comme neurochir. Donc, quand tu passes de la neurochir à la médecine interne, objectivement, je peux te dire qu'il y a beaucoup moins de gestes. Voilà, non, mais je veux dire, il y a aussi du non, manuel. On a des gestes, bien sûr, on fait des gestes, mais enfin, on n'est pas une spécialité opératoire ou à gestes techniques complexes. Voilà. Sur les postes de chef, peut-être Amélie à Reims, on n'a pas encore interviewé Amélie. Oui, merci. Nous, c'est pareil que partout, c'est-à-dire qu'on fait à la carte. Et donc, il y a des postes de chef pour ceux qui veulent être chef et goûter le côté plutôt universitaire, sans forcément y rester, parce que ça peut être juste 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et puis, pareil, on a beaucoup de postes d'assistants temps partagés. Et les internes ou les jeunes seniors vont un peu en périphérie. Il y en a qui adorent, qui vont être PH là-bas. Il y en a qui veulent revenir après en CHU. Et je voulais dire aussi, parce qu'il y a des questions sur la vie privée. Alors, on a, je pense, tous, heureusement, une vie privée. Et voilà, et on n'est pas corps et âme à l'hôpital, heureusement. Et de toute façon, il faut qu'on ait un équilibre. Et voilà, donc on a souvent, je pense, des enfants, des passions. On peut jongler, on peut faire de la musique, on peut faire plein de choses. Et voilà, il y a des collègues qui sont même dans des groupes de musique internistes. Donc voilà, je pense que c'est très important et je pense que c'est vraiment l'idée qu'on peut faire un métier à la carte, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire une sous-spécialité dans la médecine interne qui va être plutôt vasculaire, plutôt polyvalent. On pourra en changer, je pense, dans sa carrière parce qu'on n'est pas obligé de signer pour toute la vie et de faire la même chose. Et puis, on peut aussi faire du temps partiel. Alors, c'est
plus difficile quand universitaire, mais en tout cas, moi, j'ai des jeunes collègues PH qui ont des jeunes enfants et qui, dans mon service, me demandent à temps partiel. Et donc, voilà, on peut travailler, on n'est pas obligé de travailler 100% de son temps et dans sa carrière, on peut avoir des choix différents. Et je pense que la médecine interne, elle permet ça. On n'est pas tous à travailler en permanence tout le temps. Voilà. On n'est pas des fous furieux, je pense. À chaque fois, on se dit qu'il faudrait qu'on fasse venir nos enfants à ces réunions-là pour qu'on voit qu'ils sont relativement épanouis. Voilà. Ça peut être à double tranchant, il faut faire gaffe. C'est clair. Bon. Non, mais nos enfants vont très bien, ils sont assez heureux. Il y a eu des réponses directement dans le chat, on va peut-être pas revenir dessus là sur le type de stage. Donc effectivement, la psychiatrie, c'est tout à fait possible, c'est hors filière. Mais c'est absolument possible et probablement très intéressant. La pédiatrie, il n'y a aucun problème. Il y en a beaucoup qui en font. Ensuite, il y a une question sur les sources de financement pour le M2, la thèse de sciences. Bon, ça, c'est des questions qui sont un peu communes, quel que soit l'aspect finalement. Mais l'avantage, c'est que sur la médecine interne, certains vont faire de l'épidémio, d'autres de l'immuno. Et donc, du coup, les appels d'offres sont assez variés. Peut-être que Jérôme, s'il est encore là, peut répondre à ça, parce que Jérôme a un profil très recherche, des financements sur le M2, la thèse de sciences. Je ne sais pas s'il est encore là, Jérôme. Sinon, l'AJ avait recensé toutes les bourses possibles. Enfin, en tout cas, il y a des... bon, c'est toujours un peu... qu'il partait. Ah, pardon, j'ai raté. Ouais. Nathalie, tu veux répondre sur les M2, bourses, thèse de sciences, tout ça, ou spécialement? Non, pas spécialement. Je voulais rebondir sur le fait qu'on pouvait avoir une vie de famille et travailler, que les carrières U, mais ça c'est vrai pour toutes les carrières, mais ça nous concerne comme on est quand même assez hospitalier, sont revues avec probablement pas, des horaires qui vont être plus proches de ce que veulent les jeunes. Je ne sais pas si vous m'entendez, est-ce que ça capte pas bien? Si, on t'entend bien, Nathalie, mais oui, effectivement, bon, sur les carrières universitaires, mais même de façon générale, il y a... Pour les masters, peut-être juste pour revenir à la question, il y a les années recherche qui financent pas mal, enfin en partie quand même les masters. Il y a des bourses aussi par les établissements. Je sais que la PHP, il y a des bourses aussi octroyées par les établissements sur dossier. Il y a des bourses aussi de sociétés savantes. Enfin, vraiment, il y a quand même le choix. Et pareil pour les thèses de sciences, il y a quand même beaucoup de financement quand on s'y intéresse. Faut se renseigner, etc. Mais faut pas que ça soit une limite si on veut faire des masters ou des thèses. Voilà, donc on n'avait pas bien répondu à la question, mais Kevin a reprécisé. Donc, quand on disait qu'il y avait beaucoup de postes beaucoup de postes, il y a des postes de chef, il y a des postes d'assistant à Paris ou un petit peu moins à Lyon, d'après ce que j'ai compris. Marseille, c'est compliqué, mais en tout cas à Paris, il y a ce qu'il faut. Donc, c'est tout à fait possible de revenir. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir fait un interchu avant, mais Kevin avait bien reprécisé. Et sur les différences entre médecine interne et médecine générale, encore une fois, c'est vrai d'ailleurs, on est ici beaucoup sur une activité qui est principalement hospitalière, mais il y a tout à fait de possibilité de faire une activité ambulatoire. Il y a des internistes vraiment installés en cabinet à Paris, il y en a plusieurs, probablement aussi en région. Donc, vous aurez le bagage vraiment sans aucun problème. Et puis, il y a aussi beaucoup de consultations à l'hôpital. Si ce que vous aimez, c'est de faire la consultation. Il y a de l'hôpital de jour, quasiment, je pense, dans tous les services, il y a de l'hôpital de jour. Donc je ne sais pas si ça répond à la question de Romain. Voilà. Peut-être je peux apporter quelques points de réponse sur les derniers commentaires. Il y avait une première remarque était est-ce que c'est pas très difficile d'être bon en tout? Alors les détracteurs de la médecine interne disent qu'en fait on est moyen partout et bon nulle part. Et donc ce que je pense c'est qu'en effet on peut pas tout connaître et il faut de l'humilité et il faut juste prendre quelquefois un tout petit peu plus de temps que quelqu'un qui ferait tous les jours le même diagnostic dans une spécialité plus restreinte. Mais par contre, on peut avoir, en étant passé dans de nombreuses spécialités, de bons automatologies fréquentes dans un certain nombre de domaines. Et c'est ça qui est important.
Une autre question, c'est est-ce que vous ressentez une forte relation patient-médecin en consultation et sur le long terme? En vieillissant, j'ai des patients que je suis depuis plus de 20 ans, voire 25 ans, et c'est des relations qui sont en effet très fortes. Et c'est vrai que ça dépendra aussi de la disponibilité et aussi de la proximité que vous acceptez d'avoir avec vos patients. Mais vous verrez que vos patients sont extrêmement fidèles. Ils ont énormément confiance en vous. C'est très important pour eux d'avoir votre avis. Et ben, quand ils vont traverser un moment difficile, par exemple, on a vécu l'épidémie de Covid, un patient que vous suivez depuis plus de 20 ans qui va être hospitalisé pour un Covid, le fait que vous passiez le voir, ça va être très très important. Le fait que vous puissiez le reprendre dans votre service après la réanimation, c'est des choses vraiment très très fortes. Donc ça, vous allez avoir des relations humaines fortes en médecine interne, ça ne vous en faites pas, hein. Alors, il y a une question, on y a partiellement répondu, mais je pense qu'on peut vraiment réinsister sur est-ce que choisir médecine interne, c'est mettre entre parenthèses sa vie privée et notamment les loisirs. Bon, comme mon chef de service n'est pas là, j'ose pas vous dire tout ce que je fais en dehors, mais enfin, on est quand même très nombreux à être sportifs, artistes, aussi à buller, à lire. Voilà, donc non, je pense pas ça serait bien que tout le monde réponde, y compris les jeunes. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que quand même, la majorité des internistes ont la pêche. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dynamiques, qui vont, même quand ils vont être voilà, dans une démarche de faire autre chose, ils vont le faire souvent avec énergie. Et maintenant, je laisse la parole aux jeunes, mais il faut garder son jardin secret, il faut garder des activités à côté. Et la famille est un motif de ressources important aussi, bien entendu. Si je peux intervenir, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit et j'aurais aimé rajouter un commentaire un peu général. Moi, on m'a pas mal dit ne choisis pas la médecine interne, tu verras, c'est trop dur, il y a trop de travail. Et j'ai décidé de pas trop écouter. Et en fait, je pense que quand on est vraiment motivé pour aller au travail tous les jours, qu'on fait quelque chose qui nous intéresse vraiment, qu'on ressent au fond de soi et on se dit c'est ça que je veux et tant pis ce que disent les autres, bah, au final, on est très content de se lever, on fait bien son travail et on est encore plus motivé le soir pour rejoindre nos copains, faire des trucs, sortir le week-end parce qu'on s'est éclaté au travail. Donc, si vous avez vraiment envie de faire médecine interne, il faut un peu suivre votre instinct, je pense. Vous voyez, elle a la pêche, Chloé. J'aimerais rebondir sur le commentaire de Célia. Je trouve cette question extrêmement bonne. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas dire bon en tout en médecine interne? Et ça a déjà été un petit peu discuté, mais effectivement, c'est parfois un peu difficile pas d'être bon en tout parce qu'on ne peut pas être bon en tout, mais d'avoir des connaissances dans beaucoup de choses. Et c'est parfois moins confortable qu'avoir une connaissance sur un élément particulier. Ce qui fait que l'intérêt de médecine interne, au début, peut paraître un peu difficile et par contre, qu'au bout de 2-3 semestres, on commence à être à l'aise et on commence à engranger beaucoup de connaissances et être très polyvalent. Cette nécessité d'avoir des connaissances un peu partout, ce n'est pas forcément un défaut, ça peut être très intéressant. Comme on l'évoquait un peu tout à l'heure, c'est ce qui va faire qu'on va apprendre tout le temps et de tout le monde. Et même si on ne sait pas, on a toujours quelqu'un à qui se référer, un spécialiste de l'organe en question ou de la maladie en question, un senior, un chef de clinique, ce qui fait qu'on apprend toujours beaucoup et qu'on évolue toujours beaucoup et qu'on travaille beaucoup en équipe. Et au final, la médecine interne, c'est aussi un peu la curiosité, mais aussi l'humilité. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose, aussi bien pour le médecin que pour le patient. Et il ne faut pas oublier qu'on a quand même aussi un domaine de compétences qui existe, qui sont les maladies que l'on connaît et dans lesquelles on a une expertise importante. Alors, tu as raison, effectivement. Moi, je crois que l'important, c'est de savoir en quoi on est bon et surtout en quoi on n'est pas bon. Et comme tu le dis en médecine interne, quand on n'est pas bon dans certaines choses, on fait appel à quelqu'un, hein, à des médecins, à des gens qu'on connaît dans des spécialités différentes. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un haut niveau de compétences reconnu dans un hôpital. Et puis, je crois que moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, le comble de l'interniste, c'est de faire le diagnostic d'une maladie qu'il ne connaît pas. Hein, c'est par le raisonnement, ben oui, c'est ça, par le raisonnement d'arriver à aboutir au diagnostic d'une maladie. Ben, on ne savait pas, voilà. Et parce qu'on lit, parce qu'on cherche, parce qu'on discute entre nous, parce qu'on téléphone, parce que voilà. Et je crois que c'est ça en fait la médecine interne.
il faut avoir le courage de ne pas faire le diagnostic d'une maladie qui n'existe pas. Ce qui est quelquefois encore plus difficile. Il y a pas mal de questions qui ont été répondues. Ouais, vas-y, Kevin. Merci. Ça fait répondre sur une question qu'on me pose souvent, que vous n'avez pas posée, c'est est-ce qu'il faut être très très bon pour faire médecine interne? Est-ce qu'il faut avoir un gros classement à l'internat? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On a souvent, vous avez souvent eu cette image de l'interniste presque omni-savant qui connaît tout, mais c'est faux. Encore une fois, comme le disait Monsieur Mercier, ce qu'il faut, c'est savoir en quoi on est bon, en quoi on n'est pas bon. Surtout, il faut être curieux, discuter, chercher. Et au final, on est plus enquêteur que savant. Peut-être sur une des qualités de la médecine interne et qui rejoint aussi un peu cette histoire de vie personnelle, c'est que je trouve que les internistes en fait sont des gens très organisés. Ils sont capables d'optimiser beaucoup leur emploi du temps. Donc, vous avez peut-être l'impression que les internistes passent beaucoup de temps à travailler et qu'ils font beaucoup de choses, mais à côté, ça ne les empêche pas d'avoir aussi une vie personnelle épanouie parce qu'ils sont capables d'organiser leur temps de cette manière. Alors, on va rassurer quand même tout le monde. Et il arrive que des non-internistes le fassent très bien aussi, hein. En pratique, il y a des questions posées dans le chat. Une question qui concerne le classement, en fait, le choix plus tardif ces dernières années de la médecine interne. Il faut dire les choses avec la réforme de l'enseignement du 3e cycle et avec la redéfinition des maquettes, eh bien, il y a un certain nombre de DES qui vont directement vers une autre spécialité, une nouvelle spécialité, et qui ne se tournent pas forcément vers la médecine interne. On est encore dans une phase de transition avec cette réforme. Et donc ça, c'est probablement l'explication la plus probable. Après, il y a d'autres questions qui sont, est-ce qu'il faut publier beaucoup pour faire de la médecine interne? En fait, la publication, c'est la manière de concrétiser un travail ou de rapporter un patient singulier. En pratique, si vous souhaitez embrasser une carrière universitaire, il est clair que le fait de rédiger des articles fait partie du contrat. Il faut que vous ayez goût pour ça. Et c'est vrai que c'est absolument grisant d'écrire et de pouvoir être relu et d'améliorer l'article qui finalement est publié. Mais vous pouvez tout à fait être une excellente interniste sans avoir cette fibre de publication, en étant un vrai docteur des malades qui interroge, qui examine et qui prend en charge sans pour autant mener des études cliniques ou sans pour autant publier. Et donc, ce sont deux facettes un peu différentes du métier. Et le fait de publier est plutôt sur la facette universitaire, quelle que soit finalement la spécialité. Il y avait aussi une question, je crois qu'on n'a pas répondu, sur est-ce qu'on peut faire de la recherche dans un domaine très pointu et garder une activité polyvalente? Oui, sans aucun problème. C'est ce qui, voilà, le socle commun, c'est qu'on est très polyvalent et certains ici, voilà, des recherches sur des thématiques très très particulières et néanmoins sont capables de gérer une salle de médecine polyvalente sans souci. Alors, il y a une question sur le fait que ce sont des DES séparés, mais est-ce qu'il y a des postes mixtes internistes infectiologues? Ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, en effet, on ne peut avoir qu'un DES. Et à partir du moment où il y a le DES de maladies infectieuses et tropicales, si on veut réellement faire des maladies infectieuses, il faut faire le DES de maladies infectieuses et tropicales. Pour autant, eh bien, vous pouvez très bien faire le DES de médecine interne et avoir par le stage que vous avez fait en maladies infectieuses et puis éventuellement un autre stage, une compétence particulière que vous avez à acquérir en maladie infectieuse. Et il y a la possibilité quelquefois d'être recruté sur des postes où une compétence particulière peut être requise. J'insiste beaucoup sur le fait que l'interniste, c'est souvent le complémentaire de finalement ce qui existe dans un hôpital. C'est-à-dire s'il n'y a pas de service de maladies infectieuses, eh bien en fait vous allez être amené à prendre en charge les pathologies infectieuses. S'il n'y a pas eh bien, de service par exemple de diabétologie, vous allez faire du diabète. Et donc dans le contexte de la maladie infectieuse, il y a la possibilité aussi, si votre pratique c'est surtout de la maladie infectieuse, après de changer de DES, de la même manière qu'on peut envisager après plus de 3 ans d'exercice d'un DES d'aller vers la médecine interne, on peut aussi envisager l'inverse. Et donc, il y a la possibilité, dans le cadre de cette réforme, d'envisager une deuxième spécialité, mais on perd à ce moment-là la première. Donc, la réponse à dire on peut faire les deux facilement, c'est non.
Est-ce que c'est frustrant de faire beaucoup de post-urgence en hospitalisation? Oui. Dans les placards du ministère, l'oncologie ne sera pas pour la médecine interne. Il faut savoir qu'il y a un DES d'oncologie qui est en 5 ans et qu'une surspécialisée en oncologie, c'est la FST de cancérologie, et elle donne la primo-prescription dans le cancer dans le cadre de la spécialité. Donc, elle permet aux pneumologues de prendre en charge le cancer bronchique, aux gastro-entérologues de prendre en charge le cancer du côlon. Et dans le cas de la médecine interne ou de la médecine générale ou de la gériatrie, ça permettrait de prendre en charge tout type de cancer. Et donc, il y a un blocage qui est qu'on ne peut pas devenir oncologue en 1 an. Et donc, la médecine interne n'a pas accès à la FST de cancérologie. C'est comme ça et je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière. On prend peut-être encore 1 ou 2 questions. Oui, puis parce qu'après, on a tennis, donc voilà. On va clore à 20 h parce qu'on a une soirée d'enfer derrière. Voilà. S'il y a 1 ou 2 questions un peu... Alors, il y en a qui trouvent frustrante la suppression des desks. Pour expliquer, il y en avait qui commençaient un desk et puis qui n'avaient jamais le clinica qui allait derrière et donc ils ne finissaient pas. L'ordre des médecins n'arrivait pas à savoir quelle était la spécialité des gens et quel était leur domaine d'exercice. On n'arrivait pas à connaître les compétences finalement des différents médecins. Et donc, c'était une formation qui n'était pas très lisible. Et donc, ce qui explique la réforme et l'augmentation du nombre de DES et les compétences très précises. Beaucoup de collègues doivent commencer à nous laisser de ce qu'on lit dans le chat. Voilà, si vraiment vous avez des questions spécifiques, vous pouvez, j'avais mis les adresses mail de Luc et de moi, puis on vous réorientera voilà, vers des collègues de région où ça vous intéresse, que jeunes ou moins jeunes. La J a laissé ses coordonnées. Nous, on était vraiment très heureux voilà, qu'il y ait beaucoup de monde. L'idée, c'était pas de vous convaincre de faire de la médecine interne. Il faut faire ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, c'était de partager notre enthousiasme et vous dire que voilà, si vous faites de la cardio, vous ferez 8 semestres ou 7 semestres de cardio. Si vous faites la neuro, vous ferez 7 semestres de neuro. Si vous faites de la rhumato, vous ferez 7 semestres de rhumato. Si vous faites de la médecine interne, vous verrez plein de choses. Et il y a autant de façons d'exercer derrière qu'il y a d'individualité. Et donc, vous trouverez forcément une façon voilà, qui vous convienne. Je pense que c'était ça qu'on avait envie de faire passer comme message, en dehors du fait qu'on est globalement très heureux. Mais... Et surtout, voilà... N'hésitez pas à venir en médecine interne, même si vous jouez d'un instrument, même si vous faites de la peinture, même si vous avez une passion en dehors. Surtout même. Voilà, surtout. Exactement. Eh bien, je crois qu'avec Kevin, avec donc Loris qui ne pouvait pas être là, avec Fleur, avec notre ami... Alors, n'hésitez pas à aller sur le Twitter aussi parce qu'on met plein d'infos. Je vais mettre les diapos sur Twitter et puis on va les mettre sur le site de la SNFMI. On est très heureux de vous avoir accueillis. Est-ce que Kevin ou les jeunes veulent dire le dernier mot? Bon, je laisse la parole à Lucille, elle a bien mérité. Beaucoup de responsabilités. Non, venez, c'est trop cool la médecine interne, vous ne le regretterez pas. C'est sûr, comme vous l'ont dit les chefs plus âgés, mais comme nous qui sommes en fin d'internat. Et n'hésitez pas, on vous a laissé les adresses mail, il y a plein de contacts. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter et à bientôt. Il y a Pascal Roblot qui dit qu'il ne sait pas jongler, mais je m'en occuperai, Pascal, t'en fais pas. Hein. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Mais je sais que pour les jeunes, vous avez un coordinateur qui sait très bien jongler. Ouais. Je regrette de ne pas t'avoir vu. Hein. Et c'est jongler avec les diagnostics, Pascal. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Kevin et Lucille et les jeunes. Merci à toutes et à tous pour vos interventions. Hein. Merci à vous. Bon, puis c'est enregistré, on va voir où on reporte l'enregistrement. Oui, on peut mettre le lien, peut-être le mettre sur le site de la SNFMI, le lien. Oui, je vais voir avec Stéphane comment on peut organiser ça. Si c'est une vidéo YouTube équivalente, on pourra le partager via l'ISNI et les autres syndicats d'internes.
et groupes, réseaux sociaux, etc. On a quelques contacts. Ok. Bon, ben super, hein. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, c'était super sympa. Et puis, bonnes vacances si on ne se revoit pas. Oui. Profitez bien. Et puis, on continue. Et de retour à la rentrée en pleine forme. C'est clair. Non, mais on est en forme. Voilà, tout va bien. Bon. Allez, bonnes vacances, Kevin. Bonnes vacances. Allez. Reposez-vous bien. Merci à vous aussi. Et là, je suis en train d'envoyer les demandes de review de mémoire, Fleur. Hein. Oui, vous voulez qu'on se partage? N'en fais pas, c'est bon. Normalement, je vous ai mis le récap et tout. Ouais, je te remercie. Je suis en train de démarrer là. Ok, ça marche. Ok, allez, bonne soirée.